Faible connexion réseau. Pourquoi? Oui. Oui. Ouais, c'est bon, tu y es. Tu y es. Maintenant, voilà. Comment je peux... là, non, mais il faut que ça vienne sur nous. Donc, tu fais comme ça. Tu es obligé de regarder ici. Pour que ça se retourne vers nous. Voilà, tu vois. Voilà. Maintenant, nous sommes là. Donc, toi aussi. Tentative de diffusion en direct. Parce que ton débit est très faible. Ton débit est très, très faible. Voilà. C'est avec ton truc. Non, ça, c'est la fin de la vie. Non, 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 non. Il faut qu'on nous voit. Il faut que tu invites aussi tes amis. Il faut que tu invites. Voilà, il faut que tu invites. Il faut inviter les gens, en fait, tu vois. C'est comme le signal comme ça. Ouais. Ça me fait ça comme ça. Tentative de diffusion directe. Voilà. Même là, je t'ai invité, toi, tu vois. Ouais. Est-ce que tu reçois? Il faut que... Allez, coucou. Il faut que, voilà, il faut que ça se... Est-ce que tu y arrives? Tu n'y arrives pas. Hein? Bon, on va le faire comme ça, tous les deux. On va le faire comme ça, tous les deux. Ok, je pense qu'on nous voit. On va essayer. Je pense qu'on nous voit. Si on peut dresser comme ça. Voilà, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Voilà. Est-ce que c'est mieux de se placer comme ça? Parce que c'est vraiment pas évident. Hein? Voilà. C'est vraiment pas évident. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on nous voit? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Est-ce qu'on nous voit? Oh là là, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'on peut dresser, faire pivoter votre appareil? D'accord, on ne peut pas. Est-ce qu'on nous voit? Ouais. Je pense qu'on nous voit. Hein? Ouais, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. D'accord, très bien. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Maintenant, je vais donc voilà, me connecter du côté de Ojad. La connexion du côté de Ojad, vidéo en direct. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, nous excusons vraiment de notre... Voilà, parfait. Voilà, si tu peux un peu te placer comme ça. Voilà, donc, comme ça, on se voit mieux. Voilà. Je crois qu'on est... Voilà, c'est bon, oui. Hein, tu apparais. Hein, je me pousse un tout petit peu. C'est parfait, oui. C'est parfait, hein, voilà. C'est parfait, oui. Donc, nous nous excusons vraiment du retard. On devait commencer à 20h30, mais on a eu quelques petits soucis. Voilà. Nous avons eu quelques petits soucis de train et c'est pas évident. Il y a des trains qui ne fonctionnent pas. Donc, on a eu un petit retard de 30 minutes, vraiment. Ce n'est pas parce que les Noirs sont souvent en retard. Voilà, il y avait la bonne volonté d'être présent, mais malheureusement, nous ne pouvions pas faire autrement. J'avais donc annoncé qu'on allait faire un direct juridique. Ça n'a rien de politique. Ça n'a rien... Ah, on nous voit à l'envers. D'accord. Si on nous voit à l'envers, donc je nous positionne de cette façon. Je crois que c'est beaucoup mieux. Voilà. Je crois que c'est beaucoup mieux si on nous voit à l'envers. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, nous sommes en fait sur le front de deux choses en même temps. Si vous pouvez partager la vidéo pour ceux que ça intéresse, bien sûr, sur tout ce qui concerne la responsabilité médicale. C'est le troisième direct juridique via Ojad que je représente, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ojad, c'est l'acronyme, c'est Ojad, mais ça signifie Organisation juridique des Africains et Afro-descendants. Et en fait, c'est une organisation de défense juridique active pour entraider les Africains ou les Afro-descendants qui ont
pour but plus la justice, le droit et tout ce qui est spécificité juridique. Voilà un peu le principe. Et donc, il faut protéger les intérêts, il faut que les gens puissent, les Africains, les Afro-descendants de surcroît puissent connaître leurs droits. C'est très important parce que surtout sur le volet dont nous allons entamer, hein, Elvis, beaucoup de personnes ne savent pas leurs droits. Effectivement. Et malheureusement, ils sont victimes d'erreurs ou de fautes médicales et ne portent pas plainte ou ne font pas de procès et la situation reste ainsi. C'est pour ça qu'il était nécessaire que nous puissions en débattre. Certaines personnes nous ont posé des questions sur la situation qu'ils vivaient personnellement ou leur famille de surcroît. Donc on va tenter vraiment d'y répondre en 1 heure, 1 heure et demie. Et si vous avez des personnes qui sont intéressées, c'est toujours bien de pouvoir diffuser et partager cette vidéo parce qu'il est très important que beaucoup de personnes puissent être renseignées sur ce volet-là. Alors, aujourd'hui, donc vous allez voir, c'est très nouveau. Je ne suis pas seule. Hein. Les 2 premiers volets, je les ai faits toute seule, où je répondais à des personnes sur des divers sujets de droit. Droit de la famille, divorce, droit du travail, etc. Mais aujourd'hui, c'est très spécifique. Ça sera le droit de la santé et l'erreur médicale. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? Vous le savez très bien. Il y a eu cette malheureuse affaire de cette jeune fille, Naomi Musanga, à Strasbourg, qui a choqué tout le monde. Donc, vous le savez bien, c'est cette fille qui appelle donc les SAMU pour demander de l'aide parce qu'elle souffre, elle a très mal au ventre. Et tout le monde sait la réaction de cette opératrice qui, bien sûr, au lieu de l'aider, se permet de plutôt la rayer, à la limite, n'en a rien à faire de la souffrance de cette jeune fille et décide de l'expédier vers SOS médecins, etc., etc. Et en fait, les parents, et quand on entend la voix de cette fille, l'agonie qu'elle ressentait à cette époque-là, parce qu'elle le dit clairement, je vais mourir. Et on entend cette opératrice lui répondre, mais tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Et qui n'a pas l'air vraiment de faire son métier en soi, donc de l'envoyer vers un autre médecin pour la prendre en charge. Et malheureusement, la jeune fille, le temps que sa copine arrive, appelle SOS médecin, qu'on rappelle les SAMU, eh bien, elle est décédée. Heureusement qu'il y a eu l'enregistrement, heureusement. Donc, c'est passé sur les réseaux sociaux et à la télé. Et il est certain que ça fait grand bruit parce qu'effectivement, c'était passé à la télé. Exactement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les histoires qui arrivent. Ça ne passe pas à la télé. Et donc, quand ça ne passe pas à la télé, qu'est-ce qui peut se passer? C'est pour ça que nous faisons donc ce direct-là. Aux dernières nouvelles, le procureur de la République de Strasbourg a annoncé qu'il y aurait une information, l'ouverture d'une information judiciaire pour qualification juridique, non-assistance à personne en péril. D'accord? Non-assistance en personne en péril. Donc, suite à une enquête, il y aura encore une enquête qui sera diligentée de façon précise. Et autre part, ils ont rajouté aussi un autre fait qui dit que selon les éléments médicaux obtenus, qui explique que la conséquence de sa mort, c'est une intoxication au paracétamol. Donc, l'automédication. D'accord? Qui s'est passé. Donc, ça détruit les cellules de son foie et l'ensemble de ses organes. Mais au-delà de ça, si on doit prendre en charge cette jeune fille, on avait pris en charge cette jeune fille à temps. Parce que là, selon les enquêtes diligentées, 2h30 se sont écoulées le temps qu'on la prenne en charge, donc c'était trop tard. C'est-à-dire que l'ensemble de ses organes avaient déjà explosé, donc on ne pouvait plus rien faire. Exactement. Alors, est-ce qu'on doit entamer, rechercher la responsabilité du SAMU, d'accord, ou juste de l'opératrice? C'est cela.
Bonjour à tout le monde. Hein. Donc, je vois les gens qui se connectent. J'ai entamé directement parce que nous sommes un peu en retard. C'est pour ça que j'ai pas pris le temps, mais je vois des personnes qui sont connectées sur Ojad. Bonjour Candace, bonjour Denis. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour Liliane, bonjour Lorraine. Tous ceux qui sont connectés, Morgane, etc. Je vous remercie de suivre. Si vous pouvez partager, ça peut toujours aider quelqu'un. Exactement, ouais. C'est du juridique. Et il est très important que les gens connaissent leurs droits. Ça peut toujours aider quelqu'un qui est dans la situation. Même si ce n'est pas vous, ça concerne un ami ou ça concerne un de ses amis. Donc partagez cette vidéo. Elle est très importante. Il faut que nous ayons conscience qu'on a des droits, pas seulement des devoirs. Et plus les gens prendront conscience de ça, plus il y aura des actions, plus effectivement il y aura moins de bavures. Effectivement. Dans ce domaine spécifique. Mais avant de commencer, il faut très bien que je vous présente la personne qui est à côté de moi. Alors, moi je vous ai déjà parlé de moi, je ne vais pas le faire et puis je déteste parler de moi d'ailleurs. Tout ce que vous savez, c'est que j'ai étudié un peu le droit. Mais je suis spécialiste, moi c'est plutôt droit des sociétés, les contrats. Et tout ce qui est effectivement, bon, j'ai appris le droit de la responsabilité comme tout juriste, bon juriste qui se respecte. Mais sur ce sujet-là, sur ce volet, il était très important et même fondamental d'être à côté de quelqu'un qui maîtrise, d'accord, et qui a fait droit de la santé et qui a travaillé justement dans tout ce qui est l'engagement de la responsabilité médicale des victimes qui venaient devant la structure où tu travaillais pour pouvoir voir effectivement qu'est-ce qu'on pouvait faire. D'accord? Donc, j'ai fini de parler. Moi, je vais te laisser te présenter. Tu vas expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais au niveau juridique. Et on va donc entamer sur ce volet de responsabilité médicale. Je te laisse la parole. Là. Merci Marie-Paul, merci chers consoeurs, merci tous ceux qui nous suivent en direct. Soyez la bienvenue. Au fait, je me présente, je suis Adou Elvis. Je suis juriste, chercheur, spécialisé en droit de la santé, responsabilité médicale et tout ce qui est dommages corporels, indemnisation des victimes et réparation du préjudice. Donc touche au domaine de la santé, oui. Tout ce qui touche au domaine de la santé. Donc là, tu es en train de faire un doctorat dessus alors? Oui. Sur quoi? Sur quel sujet? Non, on n'a pas le droit de le dire. Si, un doctorat sur l'accès aux soins pour les personnes africaines en situation irrégulière. Oh, mais ça, il faut qu'on fasse donc un autre... il faut qu'on fasse un autre direct dessus. L'accès aux soins pour les personnes immigrées en situation irrégulière. Exactement. Mais juste avant de rentrer dans le débat, est-ce que lorsqu'on est en situation irrégulière, on a accès aux soins? Effectivement, normalement, le préambule de la Constitution française de 1946, du 27 octobre 1946, dispose que toute personne sur le territoire français elle doit être garantie d'avoir accès aux soins. Qu'il soit une personne en situation irrégulière ou pas, elle a droit aux soins. Et ben, dans les faits, c'est pas vraiment ce qu'on voit. Pourquoi? Parce que dans nos jours, normalement, celui qui est en France, par exemple, qui a fait plus de 3 mois peut-être de résidence en France de façon régulière, il peut avoir ce qu'on appelle l'AME, qui est l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est ça. Qui a été mis en place en 2000 par Martin Aubry et Bernard Kouchner. Et à côté aussi, il y a ce qu'on appelle le PASS, c'est la permanence d'accès aux soins d'urgence pour ces personnes-là qui sont arrivées peut-être moins de 3 mois et qui n'ont plus pas forcément les conditions de domiciliation nécessaires pour avoir accès à l'AME. Mais il faut dire que dans les faits, c'est pas vraiment ça, parce qu'on voit qu'il y a des médecins qui refusent du fait que... Mais le médecin, il a prêté le serment d'Hippocrate, il a le droit de soigner tout le monde, peu importe la situation. Exactement. Au niveau de la déontologie médicale, il a dit que tout médecin doit apporter assistance à toute personne dans le besoin. Mais dans les faits, ce n'est pas exactement ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des médecins qui refusent de pouvoir peut-être donner le soin à des personnes en situation irrégulière. Pourquoi? Parce que c'est à cause de tout ce qui est dispositions administratives, tout ce qui est remboursement du tiers payant, parce que ça prend un temps pour que ça soit remboursé. Même il y a des personnes... Ah d'accord, donc à partir du moment où tu vas passer par le biais des tiers payants, tout ça, ils auront, ça met un temps à ce qu'ils soient remboursés, donc ils ne veulent pas soigner. Donc il y a beaucoup qui refusent, mais pas de façon ouverte, ils disent généralement je n'ai pas de place, généralement je suis très pris, il n'y a pas de rendez-vous pour vous maintenant. Donc c'est un refus assez nuancé, assez subtil, mais tu as dit que non, il y a tous des refus de soins. C'est du racisme?
je ne dirais pas forcément du racisme, je dirais plutôt, ben, c'est plutôt un problème financier plutôt. Ok. Parce que ben, aujourd'hui, la médecine a pris, disons, les finances ont pris un pas sur la médecine. À 35 ans, aujourd'hui, on assiste à une certaine libéralisation au niveau quoi, ben, de la recherche médicale même. D'accord. Ouais, c'est pourquoi on compte ce qu'on appelle le burn-out même. Le burn-out, exactement. D'accord, très bien. Mais alors là, ça fera... Non, mais là, déjà, je dis que ça fera l'objet d'un autre direct. Parce que ça, il faut que beaucoup de personnes sachent effectivement les tenants et les aboutissants d'une personne en situation régulière. Comme est-ce que, tu vois, là déjà, tu me pousses à poser d'autres questions. Mais il faut qu'on revienne à notre sujet parce que sinon, on est parti. Sinon, on va partir dans tous les sens. Exactement. Je voudrais dire aux personnes qui sont connectées, au fur et à mesure de ce que nous disons, si vous avez des questions à poser, vous posez les questions et nous, on va prendre la peine d'y répondre. Elvis, je vais rentrer droit dans le sujet. D'accord, monsieur. Alors, les personnes qui nous ont écrit, généralement, on dit qu'ils ont été victimes ou un proche ou un tiers dont ils sont proches, ils ont été victimes de ce qu'on appelle erreur médicale. D'accord. D'accord. C'est une erreur médicale. Et même à la télé, c'est le terme qu'on utilise fréquemment. C'est une erreur médicale. Maintenant, moi, en tant que juriste, je fouille un peu dans les petits codes et je regarde un peu, bon. C'est ce qui est normal, Ce qui est normal. Et je me dis, bien, je vois que un patient, victime d'une erreur, mais souvent on utilise le terme faute médicale, dans un hôpital ou peu importe, peut demander donc à être indemnisé pour le préjudice qu'il a subi. Exactement. Nous sommes d'accord. Oui. Ma question que je pose, est-ce qu'il y a une nuance, juridiquement parlant, entre ce qu'on appelle l'erreur médicale et la faute médicale? Est-ce que quelqu'un victime d'une erreur médicale sera tout de suite indemnisé? Ou faut-il attendre qu'il y ait une faute médicale pour être indemnisé? D'accord. Ça, c'est ma première question. Oui. Merci pour la question. Oui. C'est une très belle question d'ailleurs. Mais déjà, avant même de pouvoir plus souvent entrer disons, dans le vif du sujet, comme tu l'as dit tout à l'heure, je vais essayer de faire un peu un rappel historique pour qu'est-ce que les droits de la santé. Il faut dire que depuis le Moyen-Âge, par exemple, l'hôpital était géré par ce qu'on appelle l'église. D'accord. L'église gérait tout ce qui est l'hôpital et c'était, disons, des lieux de charité, de bienfaisance pour pouvoir venir en aide aux pauvres. D'accord. Et cela a continué jusqu'à l'Ancien Empire. Sous l'Ancien Empire, maintenant, il est arrivé au fait que non, que l'Église a commencé plus ou moins à être, déchargée, disons, de cette obligation-là. Oui. C'est-à-dire qu'on fait maintenant aux mairies, aux communes qui gèrent maintenant cet hôpital. Oui. Et lorsque Napoléon a pris le pouvoir en 1799 par coup d'État, en 1804, il a fait une nouvelle loi et avec cette nouvelle loi, la France a repris pratiquement tous les pouvoirs à l'Église et aux communes. Aux communes. On fait ça maintenant à l'État. À l'État, d'accord. Et ça continue ainsi jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Vichy en 1941 avec tout ce qui est prévoyance sociale en 1975 avec la loi sur l'IVG. Sur l'IVG avec Simone Veil, Madame Simone Veil, oui. En 1978 avec la généralisation, disons, de la sécurité sociale. Oui. Et jusqu'en 1980 maintenant avec ce qu'on appelle le sang contaminé. D'accord, très bien. Et ça permet. Avec tous ceux qui ont été contaminés par le sida. Exactement, sans contaminé, oui. Donc ça arrive à cette période-là où je crois pas maintenant en charge maintenant tout ce qui était problématique au niveau des usagers, des patients. D'accord. Et ça arrivait maintenant, il y avait une certaine relation de partenariat entre le médecin et le patient. D'accord. À tel enseigne que le médecin, tout ce que le médecin disait, c'était quelque chose qu'on prenait vraiment au sérieux. Et c'est à partir de 2002, ce qu'on appelle la loi démocratie sanitaire de Bernard Kouchner, le 4 mars 2002, où tout a carrément changé. Où vraiment le patient a commencé maintenant à être au cœur, disons, des préoccupations. Après, maintenant, est considéré comme une véritable victime, disons. D'accord. Mettre au centre maintenant de tout. Donc, pour voir ta question maintenant concernant tout ce qui est erreur médicale, oui. Effectivement, c'est deux notions assez différentes, mais assez subtiles. Subtiles, c'est ça, c'est clair. Parce que, disons, l'erreur est déjà humaine déjà. Au niveau... Ah, c'est ça, c'est ce qu'on dit en latin, errare manum est. Exactement, donc l'erreur est humaine. Généralement, le droit ne sanctionne pas trop l'erreur. On se dit non, l'homme est capable de faire des erreurs. C'est ça. Mais au niveau médical, on parle d'erreur médicale lorsqu'il y a un dommage corporel. Pourquoi? Lorsque la personne, il y a un lien de causalité. C'est-à-dire, entre l'acte posé, ça peut être un acte de prévention, ça peut être aussi un acte de soin, un acte de diagnostic, et l'état de la personne. Lorsqu'on voit, disons, qu'il y a un changement sur la personne déjà,
on peut parler d'erreur médicale de la personne. Ok. Mais elle n'est pas forcément fautive. Elle n'est pas forcément fautive, c'est ça. C'est pourquoi, au niveau depuis 2002, 4 mois 2002, la loi Kouchner, on parle de ce qu'on appelle aléas thérapeutiques. C'est ça. C'est-à-dire que des faits qui sont... L'aléa thérapeutique. Des faits qui sont exonérantes de la personne. C'est ça. C'est-à-dire on peut faire un diagnostic, on peut essayer de faire une intervention chirurgicale, et il peut arriver que ça ne marche pas. Les peuvent se tromper. C'est ça. Et donc c'est vrai que non, il n'y a pas forcément comme volonté de nuire au patient, mais il y a des aléas qui sont par certaines enseignes que c'est un cas fortuit, comme on le dit, et c'est imprévisible et c'est irréversible. C'est ça. C'est pas forcément la faute au médecin. Au médecin. Mais là, il y a aussi ce qu'on appelle aussi la faute médicale, qui est une faute... donc si je comprends bien, l'erreur médicale, tout simplement, en fait, il y a le fait que le médecin, il est humain. Donc il peut faire une faute, enfin il peut faire une erreur, parce que pas une faute, mais sans une intention volontaire de le faire. Exactement. D'accord, ok. Donc toute erreur n'est pas forcément une faute. N'est pas forcément une faute. D'accord. Tout n'est pas forcément sanctionnable. D'accord. Et maintenant, il y a la faute médicale maintenant, qui relève de ce qu'on appelle l'arrêt Messier du 20 mai 1936. 36, oui. C'est-à-dire le praticien, disons le médecin, il a l'obligation de moyens, mais pas l'obligation de résultats. Ah, on va s'arrêter là un peu. Parce que il faut que les gens comprennent. Le médecin a une obligation de moyens et non de résultats. Exactement. Il est très important de définir cela. Ok, je m'explique. Oui. Obligation de moyens, c'est-à-dire le médecin, il est dans l'obligation de fournir toute la technique médicale nécessaire pour la guérison du patient. D'accord. Mais il n'est pas tenu de guérir le patient. D'accord. Il doit mettre tout en œuvre. Tout en œuvre, au niveau diagnostic, au niveau de la prévention, au niveau de l'acte de soins pour pouvoir guérir le malade. Mais il n'est pas emmené à pouvoir guérir forcément le malade. D'accord. Mais et le médecin... comme un chirurgical, là, celui qui fait les trucs esthétiques. Oui, au niveau chirurgical, il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle... Il y a ce qu'on appelle l'art de la chirurgie. Oui. Parce que lorsque il y a, disons qu'on appelle ça, une faute chirurgicale, lorsque oui. une faute chirurgicale, on fait ce qu'on dit une expertise. D'accord. Et on voit un peu, est-ce qu'il a fait les bons gestes? Est-ce qu'il a pratiqué l'art de la chirurgie selon ce qui doit être pratiqué? Est-ce qu'il a agi comme il fallait agir? D'accord, très bien. Donc si on revient bien, maintenant la faute médicale, c'est laquelle? La faute médicale, lorsqu'on parle de faute médicale déjà, il faut déjà qu'il y ait un lien de causalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non, il faut qu'il y ait un lien entre l'acte posé par le médecin, le praticien, et le dommage. Et le dommage, dès lors que non, c'est le lien déjà établi déjà, on peut pas dire d'une faute. Et la faute, c'est quoi? La faute, ça se résume à une faute technique par rapport à l'arrêt Messier. Mais toute la technique qu'il faut au service du patient, et puis aussi une faute médicale au niveau humaniste. Humaniste, oui. Ne pas venir en aide à une personne dans le besoin, c'est-à-dire que pas aussi, ne pas plus ou moins posséder ce qu'on appelle un homicide volontaire ou involontaire, aussi avoir l'intention de nuire à une personne. D'accord. Ok, donc si je vois bien, la plupart des grandes fautes médicales qu'on retrouve dans la plupart des cas, on nous parle soit de négligence du médecin, soit d'imprudence du médecin, d'accord? Donc on va voir ce cas, parce qu'on va voir un jeune homme, lui, à qui on a oublié un tuyau dans l'estomac, on va en reparler. D'accord. Les compresses oubliées dans le ventre des gens. C'est assez courant, Ça, c'est assez courant. Le défaut d'information du patient, c'est-à-dire que c'est aussi au médecin d'informer le patient au fur et à mesure de la situation. Donc, s'il n'alerte pas le patient sur les contre-indications d'un traitement, par exemple, ça aussi, est-ce que sa faute peut être engagée? Par exemple. Ça, c'est l'article 11-2 du Code de santé publique. Code de santé publique. L'obligation d'information du patient. Normalement, il faut qu'il y ait une information libre et éclairée avec son consentement. Avec le consentement. Ça, c'est la loi de Kouchner du 4 mars 2002 qui a instauré cela. Et puis, le renversement de la preuve revient maintenant au médecin. D'accord. C'est-à-dire au médecin de dire, en cas de contentieux, en cas de dommage, de dire que lui, en tant que médecin, il informe le patient des risques encourus. Exactement. Très bien. Ok. Donc, risque sur une table d'opération, qu'est-ce que vous risquez, etc. Erreur grossière de diagnostic. D'accord? Comme ce médecin qui n'a pas vu une fracture sur une radio qui était assez évidente. Bien. Erreur de traitement, médicaments inadaptés, surdosés. Généralement, ça s'appelle infection iatrogène. Ouh, iatrogène. Ça, c'est vraiment la santé, là. Infection iatrogène, D'accord. Très bien. Comment ça? Erreur technique, mauvaise manipulation et tout ça. Ça, c'est même mauvaise manipulation d'une seringue. Exactement. Bien. Tout ça, ce sont les grands cas de faute médicale. D'accord?
Nous sommes d'accord là sur ce problème. Moi, ma question que je pose, la médecine, c'est un art. Oui, c'est un art, ouais. C'est de savoir si le médecin a bien exercé son art. Exactement. Tout en sachant que c'est un humain, il peut se tromper. Oui. C'est ça. Bien. S'il utilise ce qu'on appelle l'obligation de sécurité résultat, là, Oui. les machines qu'ils utilisent, les prothèses, etc., etc. S'il met une prothèse que vraiment, tout simplement, après la prothèse est rouillée et que ça me crée effectivement des dommages dans le corps, oui. sa faute engagée ou c'est une erreur? Non, normalement, au niveau de la prothèse, mais au niveau des instruments médicaux, oui. C'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a le producteur. D'accord. C'est que, je prends un exemple par exemple. Ce qui s'est parlé par rapport à l'affaire Servier, oui. par rapport au médicament Mediator. Mediator était un médicament qui avait été mis sur le marché, on appelle ça l'AMM, autorisation de mise sur le marché, oui. par ce qu'on appelle l'agence du médicament, dans les années 90. 10 à peu oui, près. c'était mis sur le marché pour pouvoir soigner tout ce qui était diabétique. Maintenant, il arrivait au moment donné, les gens utilisaient ça pour des faits d'amaigrissement. D'accord. Mais il arrivait que non, ce médicament avait une composition qui n'avait pas été dite par le fabricant. D'accord. Maintenant, lorsque le médecin prescrit, parce qu'aujourd'hui, l'affaire Mediator, il est devant les juridictions, que ce soit au niveau administratif, au niveau civil ou au niveau pénal. Oui. Aujourd'hui, la responsabilité du médecin n'a pas été engagée, c'est plutôt la responsabilité de laboratoire qui a été engagée. D'accord. Ça, on va y revenir, Elvis. Oui. Parce que c'est de savoir qui est responsable maintenant derrière. Oui. Voilà, ça, on va y revenir. Parce que par rapport même au cas de Naomi, quand on va vraiment en discuter, on va voir maintenant qui est responsable. La responsabilité du médecin, est-ce que c'est la responsabilité de l'hôpital, etc., etc. Donc ça, on va en parler. Mais ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a vraiment une définition juridique de faute, d'une faute médicale? Oui, il y a une définition juridique de la faute. La faute déjà médicale, c'est le fait de pouvoir plus ou moins poser un acte. Mais là, tu définis en fonction de la jurisprudence ou mais il y a une définition dans le Code de la santé? Non, il y a une définition du Code de la santé publique. Le Code de la santé publique, on parle de faute. La faute médicale, elle résume à beaucoup de choses. Oui. Elle résume à la fois le défaut d'information. Ça, c'est une faute médicale. Ça, c'est l'article 11-2 du Code de la santé publique. Elle résume à la fois aussi de la violation du secret médical aussi, qui est l'article 11-10-4, la violation du secret médical. Tout ça, c'est des fautes médicales. Et aussi, ça va aussi au niveau du code pénal également. Parce que le droit de la santé, c'est un droit qui est assez hybride. C'est vrai. C'est à la fois un droit qui touche à la fois le public et le civil. Et le pénal. Donc les publicistes comme les privistes, et tous peuvent se prévaloir du code de la santé publique. C'est ça. Donc c'est un droit qui touche un peu à tout exactement. Très bien. Alors, ma deuxième question, tu estimes que tu as été victime d'une erreur? Oui. J'espère que c'est une faute. Oui. Est-ce que tu te lèves tout de suite? Tu dis, je vais porter plainte, etc., etc. Comment, à quel moment est-ce qu'on peut engager la responsabilité, bon, d'abord du médecin, en premier lieu? D'accord. Est-ce qu'il faut d'abord qu'il y ait une enquête au préalable et établir une faute reconnue, ou bien c'est par étapes, d'abord? Ok, j'explique. Bon, là, il faut qu'on aille sur deux cas différents. D'accord. Il y a le médecin généraliste et il y a le médecin qui travaille au sein de l'hôpital public. D'accord. Parlons du médecin général, depuis la loi du 4 mars 2002, la loi dite démocratie sanitaire, la loi Kouchner, il était demandé au médecin d'avoir obligation de pouvoir avoir un assureur. D'accord. Là, l'assureur, c'est au cas où il y a une faute ou une erreur médicale, pour que l'assureur puisse couvrir, disons, ce dommage. D'accord. Lorsque une personne se dit victime d'une erreur médicale ou bien soit d'une faute médicale qui est avérée, où il y a un lien de causalité, c'est-à-dire qu'entre le dommage et l'acte médical, quand c'est un acte préventif, un acte comme un acte préventif, un acte de diagnostic ou un acte de soins, la personne déjà, il peut automatiquement saisir l'assureur du médecin. D'accord. Pour demander, lorsque c'est le privé, l'assureur du médecin, pour dire bon, moi, j'ai été reçu par... Comment est-ce qu'on peut saisir l'assureur du médecin? Il faut déjà que le médecin ait reconnu qu'il a fait une faute. Exactement. Le problème, c'est quoi? C'est que déjà, il y a ce qu'on appelle le dossier médical qu'on peut avoir, le dossier médical. Normalement, toute personne a le droit de mettre son dossier médical, avoir accès à son dossier médical. Oui. Quel dossier médical maintenant? Tu peux le dossier médical avec tout ce qui est documents qui vont avec tout ce qui est dommage que tu as pu subir et tu envoies directement à l'assureur du médecin. D'accord. Mais il faudrait que le médecin aussi, il puisse réellement aussi... Généralement, les médecins ne reconnaissent pas forcément leurs fautes ou leurs erreurs. C'est après ce qu'on appelle l'expertise, soit la miable judiciaire, que non, l'affaire est tranchée. Généralement, on saisit soit un expert à l'amiable, pour qu'il fasse ce qu'on appelle
il y a ce qu'on appelle le nomenclature d'Intillac, de Jean-Pierre d'Intillac, l'ancien président de la Cour de cassation de 2005. Ça permet de voir les différentes poches de préjudice. Préjudice extra-patrimoniaux, préjudice patrimoniaux, évolutifs, etc. etc. Ça fait tout ce que j'ai établi maintenant, qu'on peut plus ou moins saisir maintenant tout ce qui est assureur, pour que l'assureur puisse indemniser la victime. D'accord. Maintenant, au niveau du médecin qui travaille pour un hôpital public, il y a ce qu'on appelle l'arrêt Pelletier du 30 juillet 1873. Il y a ce qu'on appelle la faute détachable. C'est-à-dire que celui qui est dans l'hôpital public, qui est l'administration bien sûr, il a différentes sortes de responsabilités. La responsabilité, lorsqu'elle est détachable, c'est que le médecin lui-même qui travaille au sein de l'hôpital, il a commis une faute, que cette faute, elle n'a rien à voir avec sa propre déontologie. Et la faute du service, qui est soit l'incompétence de l'administration, ou bien soit l'action ou l'inaction de l'administration, ça c'est la faute qui incombe, disons, à l'hôpital. D'accord. Donc pour chaque cas, déjà, il faut voir un peu. D'accord, donc tu vas voir si c'est ton médecin traitant qui a commis... Bon, cette notion de médecin traitant, elle est venue aussi plus tard. Elle est venue sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy en 2007. 2007 ou 2008, hein, si je m'en souviens bien. Et après, maintenant, si tu es parti dans un hôpital public ou privé, c'est de savoir si le médecin, lui, personnellement, a suivi les règles de droit, le protocole, les règles de l'art personnel. Dans ce cas, c'est une faute détachable de ses fonctions. Exactement. Ou bien, dans ce cas, c'est le service qui est engagé. Exactement. Très bien. D'accord. Ça, c'est la seconde, c'était ma seconde question. Alors, maintenant, ma question est de savoir, en fait, bon, je pense que tu as déjà répondu, à quel moment on engage la responsabilité soit du médecin ou de l'hôpital? Bon, il faut dire que... en fait, de façon concrète. Je suis victime d'une erreur médicale. Oui. On est d'accord dessus. Oui. Je me lève, est-ce que je vais à la police pour porter plainte? Ou mais je vais à l'hôpital? Non. Un médecin m'a laissé une compresse dans le ventre. Oui, j'explique clairement pour que son client puisse comprendre. D'accord. Normalement, au niveau de l'administration, par exemple, on ne peut pas, disons, avoir une affaire au niveau du tribunal administratif sans forcément déjà contacter l'administration pour laquelle déjà nous sommes victimes déjà. D'accord. Parce que ça, c'est une procédure qu'il faut suivre. Lorsque je me sens plus ou moins victime d'un dommage corporel dans un hôpital public, il faut déjà rechercher déjà quelle est la différence de la faute entre le médecin ou celui de l'hôpital. Est-ce que le médecin, sa faute est détachable ou pas? Est-ce la faute de l'organisation au niveau de l'hôpital? Mais généralement, lorsque ce n'est pas une faute un dommage corporel assez grave, généralement on attaque l'hôpital. D'accord. On attaque l'hôpital. Pourquoi? Parce que l'hôpital, on attaque au niveau des indemnisations qu'on attaque l'hôpital. Parce que l'hôpital, c'est la personne qui est en charge de la responsabilité du médecin. C'est ça. Maintenant, reste maintenant à l'hôpital de pouvoir maintenant s'engager de procédure maintenant contre le médecin maintenant. D'accord. Action récursoire. Exactement. Mais ce sont assez rares. Oui. D'accord. Très bien. On va revenir maintenant au cas, c'est-à-dire des cas concrets, d'accord? Et on va essayer vraiment de débattre. Je dis à des personnes, si elles ont des questions, de pouvoir me poser les questions au fur et à mesure. Il y a Larissa qui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi lorsqu'on trouve la source du mal, on met le patient sous antidépresseur automatiquement? Bon, ça c'est à un médecin de répondre. Nous, on était plus sur la responsabilité. Bon, elle demande pourquoi on met les gens sous antidépresseurs. Ça, c'est pour pouvoir peut-être calmer certains aspects. Mais ça, c'est à un médecin de répondre. C'est autre chose. Je te donne, avant de revenir au cas Naomi. Lorsque j'ai eu ma fille, d'accord, j'avais des douleurs très importantes. Et je vais donc voir un médecin. Et ce médecin me prescrit donc des médicaments. Mais effectivement, on sait que quand une femme allaite, il y a des médicaments qu'elle ne peut pas prendre. Elle n'a pas le droit de prendre. Et donc, il me prescrit ce médicament et je lui précise que je suis mère depuis 6 mois, donc je n'ai pas le droit de prendre certains médicaments. Il me dit, tu n'as rien, ne crains pas, il n'y a pas de problème. Effectivement. J'arrive, j'achète le médicament, mais moi, ma chance à moi, c'est que j'ai lu la notice. Et quand je lis la notice, il était bien écrit et de façon très claire et succincte que non admis pour femmes enceintes ou qui allaitent. J'ai rappelé donc ce médecin.
Et je lui ai dit, mais docteur, il a contesté. Mais non, mais je connais mon travail, etc., etc. Ouais. Je lui ai dit, je reviens au cabinet. Je suis reparti donc au cabinet, je lui ai bien montré. Il dit, ah bon? Ah, mais ça a dû changer, alors ça a dû évoluer. Et là, il ouvre son livre de médecine, et là, il me prescrit autre chose. Oui. Imagine-toi que j'aurais pris un médicament pareil. Oui. Et les conséquences pour moi et mon enfant. C'est une faute ou c'est une erreur? Pour dire que je suis un médecin, la médecine a évolué, je ne me suis pas mis à jour. Mais c'est une faute par rapport à Messier. L'arrêt Messier du 20 mai 36, comme je disais tout à l'heure, le garçon du moins, le médecin est obligé plus ou moins d'être d'actualité. C'est-à-dire qu'il est obligé de se conformer aux nouvelles actualités au niveau scientifique. Lorsque par exemple, je prends un exemple tout simple. Tu dis que non, que tu allaites, il te prescrit un médicament, mais ce médicament, normalement, il n'est pas mis pour les femmes, disons. Oui, ils disent que c'est nouveau parce qu'avant c'était admis, mais ça a évolué. Voilà ce qu'il m'a dit. Effectivement. Donc, ça veut dire le médecin il est obligé de se mettre, disons, comme ça, à l'heure de toute la technologie au niveau de la recherche médicale. D'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui ont été radiés de l'ordre de médecins. Pourquoi? Parce qu'il y a une obligation pour le médecin d'être formé chaque année. D'accord. Il y a une obligation de formation chaque année pour le médecin. Il y a une obligation de quelques jours de formation chaque année. Dès lors qu'ils ne sont pas formés, il arrive que l'ordre des médecins au niveau régional, au niveau départemental, même au niveau national, même, arrive à arrêter des médecins qui ne sont plus en activité. Donc c'est ce qui fait la radiation, oui. Et ça c'est courant. Beaucoup de médecins sont radiés. Par manque de formation, oui. Par manque de formation. Exactement, oui. D'accord. Ok. Nous allons donc revenir au cas Naomi. D'accord. Alors, cette petite, malheureusement, elle est décédée donc le 29 décembre de l'an dernier, 2017. Tout le monde a suivi l'histoire et la pauvre, elle est décédée parce que tout simplement, une opératrice n'a pas pris en considération sa souffrance. Exactement. Et a donc décidé de la rabrouer et de lui dire, bon, ben, va voir SOS médecin, etc., etc. Alors que quand on entend vraiment l'appel, on se rend compte que la fille, elle souffrait. L'excuse générale qui est sortie de beaucoup de personnes travaillant dans les SAMU, ils ont dit que même si cette opératrice paraissait très très dure, parce qu'au son de sa voix, des railleries, de la rigolade, parce que d'autres ont apparenté ça à quelque chose de raciste, les vidéos de la télé belge de surcroît montrant qu'elle riait, parce qu'elle avait entendu le nom de la petite Musanga pour dire « Oh, c'est encore eux et tout ça ». Donc, elle n'avait pas fait d'effort. Bon, on ne rentrera pas dans ce domaine-là. Restons dans le domaine médical. Et donc, cette opératrice la renvoie et malheureusement, au moment où on doit appeler SOS médecin, bon, les choses se sont faites ainsi. Elle est décédée, la pauvre. Bon, maintenant, bien sûr que la famille a pris un avocat, on connaît un peu la suite. Comme j'ai lu tout à l'heure, l'information judiciaire qui qualifie maintenant pour non-assistance en personne en péril. Parce que je crois qu'au début, ils avaient essayé de qualifier ça autrement, si je m'en souviens. Tu te rappelles, au départ, ils avaient qualifié ça de... juste au départ, au mois de mai, mais il y avait un autre chef d'accusation. Mais ils ont requalifié pour que, effectivement, la peine soit un peu plus élevée. Mais ce que je voulais dire par là, aujourd'hui, les parents, ils ont pris un avocat, enfin, des avocats, en l'occurrence. Quelle sera maintenant l'étape à suivre? Sachant que l'opératrice, dont elle a été mise, comme on dit, elle a été sanctionnée. Oui. D'accord. Pour l'instant, bon, à l'époque, on disait qu'elle touchait encore son salaire, même si elle ne travaillait plus. Mise à pied, conservatoire. Sûrement qu'on l'a renvoyée parce que j'ai lu aussi dans les journaux que le directeur du SAMU également a démissionné. D'accord. C'est bien beau de démissionner en fait. Mais les SAMU disent, enfin, les opérateurs disent que à leur niveau, quelqu'un qui appelle et qui dit qu'elle a mal au ventre n'est pas quelqu'un qui est censé être au départ en danger. Donc on la renvoie vers SOS médecin, en l'occurrence. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet ils disent qu'ils sont encombrés et surencombrés, d'accord, et surencombrés
d'appels, de personnes qui appellent pour des petits bobos par-ci, par-là, et ça les empêche même de sauver ou d'arriver à temps pour sauver des personnes vraiment dans des situations plus graves. Ok? C'est ce qu'ils disent. Mais est-ce que ça justifiait qu'une personne qui a mal au ventre puisse être rabrouée de cette façon? Première question. Et deuxième question, maintenant les parents, donc les ayants droit, les ascendants, sachant qu'elle a laissé aussi un gamin, hein, je crois. Qu'est-ce qu'il peut faire pour arriver, s'il y a condamnation, pour indemnisation? Bon, déjà, il y a parlé pour la deuxième question déjà. Par rapport aux parents, déjà, c'est ce qu'on appelle les ayants droit, comme tu l'as souligné, ou bien les victimes par ricochet. Les victimes par ricochet. Effectivement. C'est-à-dire, ces parents, ils ont tout le pouvoir de pouvoir plus ou moins suivre cette procédure. Aujourd'hui, la procédure... Ils ont qualité à agir. Hein. Effectivement, qualité à agir en tant qu'ayant droit, en tant que victime par ricochet. D'accord. C'est-à-dire qu'il est victime au niveau moral, victime parce qu'au niveau affectif aussi, ils ont le lien affectif avec... Le lien affectif avec la dame qui est décédée. Docteur Adou, je vais juste t'interrompre rapidement. Parce que quand tu dis victime par ricochet, donc ils interviennent. Moi qui ai appris un peu le droit, je me dis que c'est une responsabilité délictuelle. Mais est-ce qu'avec un médecin, on n'a pas une responsabilité contractuelle? Bon, il faut dire que la loi médecine du 2036, parce que c'est vraiment une certaine base, elle est à la fois contractuelle et à la fois délictuelle. D'accord. Généralement, nous avons comme un contrat contractuel avec le médecin, parce que pas c'est un contrat qui est écrit, mais là c'est contractuel. Mais délictuel, dès lors qu'il a déjà un problème, déjà c'est un truc délictuel maintenant. Donc au niveau des parents de... Il faudrait qu'on explique aux gens qui ne sont pas des juristes, responsabilité contractuelle et délictuelle, parce que nous voient parler un peu notre langage juridique. Contractuel, c'est simple. Vous avez un contrat avec quelqu'un. Si vous voulez engager la responsabilité de la personne, vous vous basez sur ce qui a été écrit sur le contrat. Exactement. C'est clair. Si il n'y a pas de contractuel, automatiquement c'est délictuel. Voilà un peu ça. Donc tout simplement, les parents de la petite, ça sera forcément délictuel puisqu'ils n'ont pas de contrat avec la petite. Et il y a une question qui dit, est-ce dans ce cas l'opératrice est habilitée à faire un diagnostic médical et déterminer la nature d'un mal? Question de Bibi Gouze. Non, normalement l'opératrice, dans le protocole, elle est obligée forcément de pouvoir renvoyer vers le médecin régulateur. Parce que son médecin lui-même de pouvoir dresser un diagnostic et de pouvoir dire si ou non la personne est apte à être admise par le SAMU ou pas. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément à l'opératrice de pouvoir prendre certains engagements comme elle a fait l'autre fois. C'est à elle plutôt de pouvoir ramener la victime, mais pardon, pas la victime, bon, la patiente. La patiente. Le patient. Donc, dès que tu appelles le SAMU, même si tu dis que tu as un petit bobo, on te ramène vers un médecin. Exactement, pour voir un peu de quoi il s'agit. Parce qu'elle n'est pas habilitée, elle n'a pas vraiment compétence pour pouvoir plus ou moins prendre certains engagements vis-à-vis elle n'est pas médecin. Donc elle ne peut pas savoir la gravité ou pas. Effectivement. Son médecin de juger la gravité ou pas, disons, de la personne qui est en face. C'est en fonction de cette gravité que le médecin peut dire oui ou non. Il faut que la personne soit plus ou moins renvoyée vers un hôpital public pour que la personne soit bien prise en charge. D'accord, très bien. Maintenant, donc, on va revenir donc à la question des parents. Marie-Ange, Marie-Pierre Bailly, j'ai vu ta question. On va répondre à celle de Naomi et je vais poser la question au docteur Adou et il va répondre avec plaisir. Donc, concernant Naomi, qu'est-ce que maintenant les parents, en tant qu'ayant droit, peuvent faire? Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités déjà pour les parents. Ils peuvent déjà, parce qu'il y a déjà mort, puisqu'il y a mort déjà d'homme déjà, il y a déjà ouverture, comme ça, une information judiciaire qui est ouverte par le public. Déjà. Et puis maintenant, ça c'est au niveau pénal. Maintenant, au niveau au niveau civil, il y a ce qu'on appelle l'indemnisation, disons, des parents. D'accord. Donc, généralement, cette affaire est pas directement au niveau de ce qu'on appelle la commission de conciliation et d'indemnisation. CCSI. CCSI. Oui, voilà. Effectivement, oui. Donc, c'est plutôt cette commission qui va peut-être voir un peu, diriger peut-être un expert qui va essayer de faire peut-être ce qu'on appelle l'expertise clinique, mais l'étude médicale par exemple, pour voir un peu quels sont les différents postes de préjudice.
Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'avant 2005, Oui. avant ce qu'on appelle la nomenclature d'Intillac, Ouais. il y avait ce qu'on appelle une indemnisation assez forfaitaire. C'est-à-dire qu'il y a une victime qui est là et on donne un montant forfaitaire. D'accord. Donc on peut te donner 3 000 euros et puis c'est bon, quoi. Effectivement. Maintenant, depuis ce qu'on appelle la nomenclature d'Intillac de 2005 maintenant, il y a ce qu'on appelle différents portes de préjudice. D'accord. Les préjudices patrimoniaux, avant consultation. Avant consultation. Préjudice qu'on appelle ça, patrimoniaux. Et puis maintenant, au niveau des parents, bon, pas des parents forcément, mais des proches, des ayants droit, mais qui ont un lien affectif avec la victime. D'accord. Les victimes par ricochet. Par ricochet. Lorsque la victime décède ou elle décède pas, ça dépend. Donc, pour toutes sortes de choses, il y a forcément des ports, il y a près de 30 ports de préjudice. D'accord. Que tout ces calculs, c'est l'échelle, c'est de 1 à 7. Okay. En fonction de l'échelle, quand c'est calculé maintenant, et maintenant on fait maintenant la somme de tout ce qu'on doit maintenant à la victime ou aux parents. Papa ricochet. Bon, parce que ce que je veux dire, nous savons tous quand même, docteur Elvis, que attaquer les médecins, ça relève du David et du Goliath. Oui. Ça, on le sait. Beaucoup de personnes se sont cassées les dents parce que pour qu'un médecin reconnaisse vraiment qu'il s'est trompé, pour qu'un hôpital reconnaisse qu'un des leurs s'est trompé, oui. Il faut avoir les reins solides et très solides. Effectivement. Bon, à la limite, il y a la cuisine interne qui fait qu'on peut renvoyer le médecin de façon interne. Mais combien de personnes ont déjà écrit? Oui. Même alors, des médecins n'ont jamais reçu de réponse. Effectivement, ce que tu dis. Effectivement, tu te poses une très bonne question. Tu sais, c'est par rapport à toutes ces situations, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est ce que c'est la jurisprudence. Oui. La jurisprudence, c'est un problème se pose que le droit n'a pas pris ça en compte. D'accord. Et généralement, c'est les juges, le juge de fond, soit le juge, comme ça, le juge de la cassation déjà, soit du Conseil d'État qui prend ces décisions-là. C'est fort cette jurisprudence-là que Bernard Kouchner, qui était l'ancien ministre de la Santé, a pris la loi Kouchner en 2002. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la faute. La faute, on appelle ça en deux trucs, responsabilité. Oui. Pour permettre à la victime d'être indemnisée. Parce qu'avant, pour qu'on soit indemnisé, il faut forcément qu'il y ait une faute. Oui. Il faut une responsabilité. Maintenant, il peut avoir une faute, mais sans responsabilité. C'est pour permettre de donner un peu, disons, les hôpitaux, sans forcément que les fautes soient engagées, au moins qu'ils puissent indemniser les victimes. C'est ce qu'on appelle des infections nosocomiales, des infections iatrogènes, on appelle ce qu'on appelle aléas thérapeutiques. C'est ça. Ce qu'on appelle ça. Tout ça, c'est pour permettre de pouvoir indemniser les victimes. Parce qu'il faut mettre le droit du côté des victimes maintenant. D'accord. Parce qu'à un moment donné, comme tu as dit, il est difficile pour une victime de pouvoir plus ou moins avoir gain de cause devant un hôpital ou même devant un médecin. Mais aujourd'hui, ils ont permis, disons, de donner le droit, la possibilité maintenant à la victime d'être indemnisée sans forcément que l'hôpital soit engagé au niveau de la faute. D'accord. Donc il faut partir. Très bien. Quand tu t'appelles Michael Jackson, oui, connu dans le monde entier, oui, et que tu as ton médecin personnel, oui, qui a prêté serment, oui, et que pour dormir, parce que tu n'arrives pas à dormir, tu lui demandes de te mettre du propofol, connu comme le médicament utilisé pour faire dormir les gens lorsqu'on doit leur faire une anesthésie. Oui. Mais tu t'appelles Michael Jackson ou Beyoncé, enfin tu es une star. Oui. Est-ce que ce n'est pas au médecin de refuser, d'accord, de refuser pour des questions déontologiques, même si cette personne s'appelle telle personne, d'administrer un médicament aussi puissant. Les conséquences, on les connaît. Il ne s'est pas réveillé un matin parce qu'il a pris 1 minute de retard. Un médecin comme ça, c'est une grave faute médicale, n'est-ce pas? Effectivement. Bon. Mais est-ce que lui, il pourra dire, je n'ai fait qu'agir sous l'ordre de mon patient, que je ne pouvais pas refuser quelque chose à Michael Jackson? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le droit américain, le droit français est un peu différent. Oui. Par exemple, concernant le droit français, que je connais mieux, pour le droit français, par exemple, toute personne est libre de choisir son médecin. Oui. Toute personne est libre de pouvoir prendre un médicament ou refuser de prendre un médicament. Oui. Je donne un exemple simple. Un cas qui s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui était malade d'une maladie assez grave. Et cette dame a été prise en charge
par la Sûreté nationale. D'accord. À un moment donné, elle a décidé de ne plus prendre ses médicaments et son état s'est aggravé. D'accord. Dans ce cas, normalement, la faute, c'est à qui? La faute, c'est à la dame. C'est à la dame. Mais au niveau de l'État, le juge a condamné l'État. Parce que le juge a dit il est important pour la dame d'être libre de prendre ses médicaments ou pas. Donc tu vois, c'est que la personne est libre de pouvoir refuser, mais comment de pouvoir l'accepter. Du moment où tu es médecin, tu es amené toi-même à pouvoir dire, à pouvoir obéir à ton patient. C'est vrai qu'il n'est pas médecin comme toi, mais le fait que lui-même, il a dit qu'il veut telle chose, c'est pourquoi il est important lorsqu'on est médecin de pouvoir apprendre tout ce qui est garanti au niveau par écrit. D'accord. Là, lorsqu'il y a un contentieux, lorsqu'il y a un problème demain, le médecin pour dire, bon, moi en tant que médecin, je donne telle information à mon patient, il a voulu faire telle chose, pour que lui, en tant que médecin déjà, son habitude ne soit pas engagé. D'accord, donc il te fait signer une sorte de décharge pour dire que, un protocole, pour dire que, écoute, moi je t'ai dit non, mais tu le veux. Mais ce que je veux dire, sachant que c'est dangereux. Oui. Sachant que c'est très dangereux. Là, par exemple, quelqu'un qui souffre qui a un cancer et qui dit, bon, moi, je ne veux plus faire de la chimio parce que ça me fatigue. Même s'il me reste 6 mois à vivre, je ne veux plus, je veux profiter, avoir l'esprit clair. Bon, elle a fait un choix, donc là, on le fait signer. Mais faire avaler du propofol à quelqu'un? Oui, ce que tu dis, c'est assez complexe. Oui. Le problème, c'est quoi? J'ai pris l'exemple tout simple, avant qu'on ne revienne à ta question par rapport à Michael Jackson. Oui. Il pas les témoins de Jéhovah, par exemple. Oui. C'est des croyants qui n'aiment pas ce qu'on appelle transfusion sanguine. Il n'y a pas longtemps, une journée qui est passée en 2002 à Brest, il y a un témoin de Jéhovah qui était malade et on l'a mis en cas d'urgence dans un hôpital public. Et ce dernier, puisque ça lui interdit de prendre tout ce qui est fait de transfusion sanguine, il a refusé. Malgré ça, le médecin il a fait la transfusion sanguine pour pouvoir sauver la victime. D'accord. Mais le médecin a été condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à ce que son patient lui a dit. D'accord. Donc, en tant que médecin, on n'est pas forcément obligé de pouvoir plus ou moins, parce qu'on a prêté le serment d'Hippocrate, on peut apporter assistance à la personne qui est en péril, sa vie en danger. D'accord. Pour Michael Jackson, par exemple, c'est quelqu'un qui a demandé à prendre un médicament pour pouvoir se soulager. Le médecin, il y a ce qu'on appelle la clause de conscience. Il pouvait refuser ou il pouvait accepter. Accepter, oui. Effectivement. C'est un peu comme le cas des IVG, par exemple. Lorsque la loi Veil de 1975 a dit, bon, l'IVG jusqu'à ce qu'on appelle à 12 semaines, on peut être IVG pour une personne dont sa santé est en danger ou c'est l'enfant en danger, mais il y a des médecins qui refusent de pratiquer l'IVG par conviction religieuse. Donc, il faut pratiquer l'IVG par conviction personnelle. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que médecin, tu as aussi l'obligation, tu as aussi le droit de pouvoir refuser aussi de pouvoir donner certains soins ou certains médicaments à une personne en pensant que cela... La même chose pour les avocats. Il y a des cas que tu as le droit de refuser parce que tu estimes que ça ne prendra ça. Voilà, avec ta conscience. Voilà. Maintenant, il faut que ce soit vraiment légitime. Il faut vraiment des raisons assez légitimes et assez fondées pour voir que non, ta santé puisse être engagée. Donc, ce médecin pouvait refuser de pouvoir prescrire ce médicament à cet artiste-là parce que sous le prétexte que non, cela n'était pas vraiment favorable pour sa santé. D'accord. Très bien. Une autre question. Donc, on va prendre la question de Mademoiselle Bailly Ange Gallet. Elle dit, après une opération du ventre, le chirurgien a négligé de vider l'air dans mon ventre et m'a prescrit un médicament qui était contre-indiqué. 5 jours après, j'ai eu une réaction violente. Dieu merci, à l'hôpital, un autre médecin a trouvé l'origine et constaté l'erreur du chirurgien. Ma question, est-ce que j'aurais dû porter plainte? Oui, c'est tellement simple. Normalement, la dame qui pose la question, elle aurait dû porter plainte. Mais il faut dire qu'avant 2002, au niveau de la prescription médicale, c'était de 4 ans. Maintenant, elle est de 10 ans. Elle est de 10 ans. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, si elle sent que vraiment il y a un dommage corporel, elle peut toujours engager la responsabilité du médecin de l'hôpital également. D'accord. Pourquoi? Parce que la prescription, elle court encore sur le délai de 10 ans et toujours respectée. Donc elle a 10 ans, elle a un délai de prescription de 10 ans pour porter plainte. Si elle a le dossier et tout ça. À partir du moment même où il y a un autre médecin qui a attesté que l'autre s'était trompé. Donc là, elle peut déjà demander son dossier médical déjà. Par rapport à l'article, donc je fais référence tout à l'heure, l'article 1242-4. Oui, pour demander le dossier médical qui doit être rendu sous 8 jours. D'accord. Normalement, si c'est une maladie, si elle a eu ce mal il y a 5 ans de cela, c'est sous pratiquement 2 mois. Mais s'il n'y a pas longtemps, c'est sous 12 jours, sous 8 jours, elle a ce dossier médical. D'accord. Mais c'est à elle de prendre en charge tout ce qui est frais d'envoi, tout ce qui est frais de photocopie. D'accord, très bien. Ça, voilà, Ange, je pense que si tu écoutes, je pense que tu peux être satisfaite. On me dit que la luminosité ici de ce côté, elle est assez
difficile. Je ne sais pas trop si on me voit bien sur Ojad. Ou de votre côté, si vous nous voyez bien. Parce qu'ici, on me dit que la luminosité n'est pas très très bonne. Or, et pourtant, j'ai allumé toutes les lumières de la maison. Donc là, et la lumière du dehors aussi. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire là de plus précisément. Ou peut-être soit rapprocher de l'autre côté, mais ça va décaler un peu les choses. Hein. Je ne sais pas si on peut essayer. Voilà. Voilà. Bon, je ne sais pas si on me voit mieux sur Ojad. Si on peut me répondre, ce serait gentil. Voilà. Elle me dit que l'opération s'est passée l'an dernier. Effectivement, Bailly-Ange, c'est ce que le docteur Adou disait. Il dit que tu as 10 ans. Tu as 10 ans, effectivement, pour porter plainte. Donc, tu peux repartir à l'hôpital, demander ton dossier qu'ils vont te donner sous 8 jours, c'est ça? Oui. Donc, tu payes les frais d'envoi. Et après, maintenant, tu peux faire constater l'erreur ou la faute médicale. Exactement. Et commencer une procédure. Maintenant, la procédure, ça peut être laquelle Normalement, il y a plusieurs procédures qui s'ouvrent, disons, à la dame qui est en ligne. Oui. La première procédure, déjà, elle peut être soit l'amiable, ou soit elle peut être, disons, au judiciaire. D'accord. La première des choses, d'abord, c'est d'avoir un dossier médical. Dès lors qu'elle a un dossier médical, elle sait plus ou moins de contacter déjà au niveau de l'hôpital pour regarder la responsabilité pour dire à la sortie de l'hôpital, voici ce que j'ai subi au niveau de l'hôpital. Oui. Dès lors que ces personnes n'arrivent pas plus à donner gain de cause, elle peut contacter ce qu'on appelle la commission régionale de conciliation et d'indemnisation. D'accord. Elle envoie tout le dossier médical avec tout ce qu'elle a subi comme dommage corporel, avec tout ce qui est dépenses qu'elle a pu engager comme frais. Et tout cela maintenant, il faut ça maintenant ils ont 6 mois pour pouvoir statuer. Après, si on donne un avis, dès que l'avis est favorable, il y a ce qu'on appelle l'ONIAM, qui est l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, qui fait, après 4 mois, fait une offre à la dame. D'accord. Une offre qu'elle peut refuser ou elle peut accepter. Au cas où elle refuse l'offre, elle peut maintenant porter une plainte devant le juge judiciaire qui va diligenter ce qu'on appelle l'expertise judiciaire pour voir un peu au niveau des dommages corporels et pas de préjudice. D'accord. Question de Liliane Zé. Quelles sont ses chances de gagner son procès? Non, mais au fait, la dame, elle a pratiquement... peut-être éteindre la lumière de derrière, on me dit. Peut-être que ça va éclairer plus. Voilà. Non, c'est trop sombre. Non, c'est pire. Voilà, c'est pire. Donc, on va laisser comme ça, mais j'ai allumé toutes les lumières, donc je ne peux pas faire plus. Toutes les lumières sont allumées. Voilà. Oui, la dame, elle demandait est-ce qu'elle peut gagner son procès. Quelles sont les chances de gagner son procès? Moi, je pense que le droit est de son côté. Parce que s'il y a un lien de causalité directe, c'est-à-dire si entre l'acte qui a été posé et le dommage est déjà établi et que pratiquement elle a tous les dossiers médicaux qui prouvent que l'acte de soins ou bien l'acte de chirurgie qui a été fait est, disons, la conséquence de dommages qu'elle a subi, automatiquement le droit est de son côté. Maintenant, ça aide de voir maintenant, parce qu'au niveau de l'ONIAM, par exemple, l'indemnisation est pratiquement de moins d'une année. Au niveau du juge judiciaire, ça prend un temps assez long. C'est ça. Donc, ça aide maintenant de voir où est-ce que maintenant elles peuvent moins pouvoir voir. D'accord. Ok, bon. Généralement, je vais être honnête quand même. Généralement, ce genre de dossier, ça prend combien de temps? Normalement, si tu vas à une indemnisation, ça prend combien de temps? Honnêtement. À l'amiable, lorsque tu fais le dossier à l'ONIAM a 6 mois pour pouvoir donner un avis. D'accord. Dès lors que, la commission régionale de conciliation a 6 mois de donner un avis. Et l'ONIAM, qui est ce qu'on appelle l'assureur de l'État, qui est l'office d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, a 4 mois pour te faire une offre. Ça te fait autour de 10 mois. Généralement, ils donnent combien? Bon, ça dépend du truc. Imagine qu'on a oublié une compresse dans mon ventre. Ça dépend de l'expert qui va établir, qui fait l'expertise clinique et l'expertise aussi au niveau des dossiers. L'expertise, ça prend deux aspects. Il y a l'expertise des dossiers médicaux et l'expertise au niveau clinique également. D'accord. Mais pour l'expertise clinique, tu es obligé forcément de faire assister soit par un avocat, mais soit par toi-même ton médecin traitant. Afin que le médecin qui est en face ne peut pas plus ou moins, peut-être être grugé, mais peut-être être spolié de tes droits. D'accord. Ok. Bibi Gouze répond, elle écrit: je pense qu'il y a un vide dans ce système, car c'est un service d'urgence, donc elle revient au cas Naomi, et que seules des personnes compétentes avec un minimum de sens, de responsabilité, de connaissances médicales et de surcroît vigilante pour au moins prendre des décisions assez conscientes. Car bien qu'elle ne soit qu'une opératrice, on remarque que
son poste est un poste de décision. Alors la question réside dans le recrutement. Est-ce que effectivement, bon, dans le cas de malheureusement, comment dire, de Naomi, ça remet aussi en cause le recrutement de SAMU, etc., etc. Parce qu'il est clair qu'à partir du moment où la santé des personnes est en jeu, si quelqu'un t'appelle pour dire que son doigt est coupé, tu te dois de venir parce que son doigt est coupé. Et effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, parce que le problème de Naomi a posé un problème assez important au niveau même du recrutement. Oui. Parce que si je ne m'abuse, c'est que j'ai appris dans le temps que la dame en question, l'opératrice qui avait reçu l'appel de Naomi, oui, cette dame, elle travaille ailleurs, autre qu'au SAMU. Et qu'elle était au SAMU il n'y a pas longtemps. Donc, ce problème de recrutement me pose un certain problème. Parce qu'il faut que les personnes qui sont à des postes assez stratégiques, oui, puissent avoir un minimum de formation dans ce domaine-là, sur le domaine médical. D'accord. Ils puissent déjà apporter les réponses qu'il faut aux personnes qui appellent. Parce que les personnes qui appellent, généralement des victimes qui appellent. C'est des personnes dans l'angoisse qui appellent. Les personnes qui sont déjà stressées, les personnes qui ont déjà des problèmes assez difficiles, qui appellent pour avoir, disons, une réponse à leurs problèmes. Donc, il faut que la personne qui en face déjà, elle soit à la fois une personne empathique déjà. Il faut aussi c'est qu'on lui reprochait un manque d'empathie, mais terrible. Déjà, une personne soit aussi comme ça au niveau aussi, même si elle n'est pas médecin ou si elle n'est pas vraiment, dans la santé. Mais il faudrait des notions au moins comme ça au niveau médical déjà, pour déjà apporter les premières réponses déjà à la personne qui est en face, pour que la personne soit plus ou moins rassurée. C'est la première des choses qu'on doit faire déjà. On le voit dans le recrutement au niveau de l'opérateur de SAMU. D'accord. Gisèle, qui est, ça je ne cache pas, qui est ma cousine, il y a 2 mois, on voit donc son petit-fils de 2 ans qui est né avec une hernie ombilicale, d'accord? D'accord. Parce que l'enfant souffrait énormément. Bon, généralement, on opère ça à partir de 3 ans. Mais là, le petit, il était maladif à répétition. Donc, elle envoie l'enfant dans un grand hôpital ici, dont je tairai le nom pour l'instant, réputé pour les enfants. Et parce que son ventre lui faisait mal. Donc ça, c'est la question 6. D'accord. Et donc, on a dû enlever donc l'hernie d'urgence, d'accord. Mais finalement, le petit garçon a fait donc une infection. Oui. Parce que quand l'enfant est rentré à la maison, l'enfant continuait à souffrir un peu trop longtemps. Donc, ils ont dit que ce n'est pas normal. Donc, ils ont ramené l'enfant à l'hôpital. Et là, ils ont vu qu'effectivement, l'enfant avait une infection. Donc, ils ont réopéré. Je vous parle d'un bébé de 2 ans. Enfin, un enfant de 2 ans. Ils ont réopéré l'enfant. Et malheureusement, en opérant l'enfant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas médecin, je ne vois pas, voilà. Ils ont dû enlever un testicule à l'enfant. Donc, aujourd'hui, l'enfant ne se retrouve qu'avec un testicule. Et donc, quand ils ont constaté ça, effectivement, l'hôpital a banalisé. Et bien sûr, a banalisé. Et elle, aujourd'hui, elle pose la question de savoir comment est-ce qu'elle peut prouver que c'est une erreur médicale et bien sûr la suite. Bon, c'est toujours les mêmes cas. D'accord, ok, j'explique rapidement, mais je vais déjà revenir sur un arrêt qui est important, qui a pratiquement été vraiment un arrêt assez important de domaine médical. Ça s'appelle l'arrêt Perruche. Perruche, oui, c'est ça. L'arrêt Perruche de 2000, j'explique rapidement pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre. Pour vite fait, pour revenir un peu sur la situation de la dame dont il parle. Bon, l'arrêt Perruche, c'est une dame Perruche, qui avait sa fille de 5-6 ans, qui avait ce qu'on appelle la rubéole. D'accord. Et dame Perruche se retrouvait comme enceinte d'une deuxième grossesse. Et elle part à l'hôpital, elle dit au médecin, ben normalement, si je ne suis pas immunisé contre, disons, la rubéole, moi je décide que non, on puisse me faire avorter par rapport à la loi sur l'IVG, qui est l'interruption volontaire de la grossesse. Mais il savait que lorsque le laboratoire a fait les examens médicaux, le laboratoire a renversé les flacons. C'était renversé, les flacons étaient renversés. Donc on a remis le flacon d'une autre patiente. Donc lorsque le médecin qui l'a reçu a reçu le flacon, il a dit non madame, vous êtes immunisée contre la rubéole. Donc c'est-à-dire vous pouvez plus ou moins avoir vous pouvez plus ou moins avoir un enfant. Mais la dame, elle c'était des douleurs internes. Elle dit non, je ne vais pas avoir d'enfant parce que je vais me faire voter. D'accord. Le médecin dit non, on ne peut pas vous faire voter. La sécu dit non, on ne peut pas vous faire voter parce que non, nous voyons que non, il n'y a pas de problème de santé. D'accord. Parce qu'on vous fait voter lorsqu'il y a un problème de santé. D'accord. Donc la dame, elle accouche et il savait que l'enfant qui est né a eu la rubéole. Effectivement, il est né avec un grand handicap. Donc, il faut dire que l'hôpital et le médecin ont été condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu les doléances de la dame. C'est ça. C'est vrai que non, le diagnostic n'a pas été faussé
par rapport au fait que non, l'abattoir a renversé dans les flacons. Mais tu as dit que non, la dame, elle a gain de cause. Pourquoi? Parce que le diagnostic, elle a été faussé. La dame, on devait forcément voir qu'elle avait un problème de rubéole. Exactement. Donc, revenons, c'est pour revenir un peu à cette situation de l'enfant qui est né aussi. Est-ce que l'enfant, avant sa naissance, déjà, est-ce que ça avait été détecté déjà? Non, quand l'enfant naît avec... Quand moi, ma fille a eu ça, donc quand tu nais, l'enfant a le gros nombril. Ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le gros nombril. C'est ça, l'hernie ombilicale. Maintenant, est-ce que la médecine peut éviter ça ou ne peut éviter ça? Non, c'est très difficile. C'est des questions qu'on peut se poser également au niveau juridique. Et le fait que tu exposes du fait que l'enfant, il a eu pratiquement des douleurs atroces et qu'ils ont fait une intervention chirurgicale, il y a une infection après. C'est ça. Mais généralement, déjà, la soigne de l'hôpital déjà est encourue. Parce que dès que tu es dans l'hôpital, dès lors qu'il y a une infection automatiquement, l'hôpital déjà voit sa responsabilité qui est déjà encourue, engagée déjà. Donc la dame, c'est tellement simple. Déjà, elle demande le dossier médical déjà à l'hôpital, puisque non, elle la met, elle est l'ayant droit. Donc elle a le droit d'avoir le dossier médical sous 8 jours. Dès le dossier médical maintenant, quand elle s'appelle la CCI, qui est la Commission de conciliation et d'indemnisation. Si elle va à l'amiable, ou bien soit si elle va directement devant le juge judiciaire, elle porte une plainte maintenant devant soit au commissariat, ou bien soit le procureur avec lettre avec appel de réception en détaillant tout ce qu'elle a comme information et tout ce qui est dossier médical. J'ai une question à poser. Oui. Généralement, quand on parle d'indemnisation, etc., on va plutôt sur le volet civil. Civil, oui, c'est ça, oui. À quel moment d'accord, ce problème d'erreur médicale ou de faute médicale, je dirais, devient pénal? À quel moment? Ça devient pénal lorsque la personne enfreint certaines règles. Je donne 3 cas, par exemple, qui deviennent pénal. Lorsqu'il y a violation du secret médical, des données personnelles, ça peut devenir carrément pénal. Parce qu'il y a une violation d'odontologie, une violation du secret médical. Parce que l'article 8 de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, dit que toute personne a droit au respect de sa vie privée. C'est ça. Dès lors que la vie privée est déjà violée déjà, il peut avoir déjà, au niveau pénal déjà, peut être engagé. Lorsqu'il y a non-assistance à personne en danger déjà, le volet pénal déjà peut être engagé. Lorsque aussi, il y a ce qu'on appelle volonté manifeste de pouvoir plus ou moins porter atteinte à l'intégrité de la personne déjà, le volet pénal peut être engagé. Et ça, il faut être carrément détachable de la faute au niveau de l'hôpital. D'accord. Moi, je lis souvent parce que je me suis beaucoup, avant de faire ce direct, j'ai lu beaucoup de cas. Comme je dis, c'est pas vraiment ma spécialisation, mais j'ai été effaré de ce qui pouvait vraiment se passer dans ce domaine, entre guillemets, de la santé. Quand je lis ce cas, par exemple, que la Cour d'appel de Paris va rejuger 2 médecins et un radiophysicien poursuivis pour le plus grave accident de radiothérapie jamais recensé en France. De 2001 à 2006, près de 450 personnes traitées pour des cancers de la prostate ont subi une surdose de radiation. D'accord. 12 sont décédés. Beaucoup d'autres ont eu des graves séquelles. D'accord? Donc, ils ont donc été condamnés à la prison ferme pour homicide et blessures involontaires, non assistante à personne en danger, maintenant dit en péril, d'accord? Et bien sûr, interdiction d'exercer leur profession. Ça, c'est le premier cas. Mais là, ils se sont permis encore de faire appel. J'ai un peu le sentiment parfois que pour ces médecins-là, ils ne reconnaissent que très rarement s'être trompé. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Oui, normalement, le médecin, généralement, c'est pourquoi, tu vois, la loi Couchet de 2002, avant, il y avait cette relation de, disons, paternaliste. Il y avait une certaine prise entre le médecin et le patient. Le médecin, il avait un pouvoir sur le patient. Tout ce que le médecin disait, le patient le faisait. Mais depuis Kouchner, il y a ce qu'on appelle la démocratie, ça s'est installé maintenant. On va de maintenant un poids maintenant au patient, à la victime. Avant, tout ce que le médecin disait, le patient acceptait tout. Et depuis 2002, ce pouvoir du médecin a commencé plus ou moins à être décliné. Pour donner, disons, ce pouvoir maintenant aux patients. Donc, directement, les médecins, ils ont, disons, cette faculté de pouvoir plus ou moins sur les patients. Aujourd'hui, c'est pourquoi il faut que chaque personne connaisse un peu ses droits. Même si on n'est pas forcément un technicien du droit, on n'est pas un professeur du droit, mais au moins il y a un minimum de droits qu'on doit savoir. Savoir par exemple que non, lorsqu'on va voir un médecin, on est libre de choisir le médecin qu'on veut, libre de choisir l'hôpital qu'on veut, libre d'accepter ou de ne pas accepter un traitement, libre d'accepter ou de ne pas accepter, disons, ce que le médecin nous dit. Libre d'accepter ou de ne pas accepter aussi un médicament que le médecin nous donne.
Donc, tu vois, donc c'est des choses que nous, en tant que personne, parce que nous sommes Mais tous... comment pouvons être libres de ne pas accepter un médicament? Quand tu souffres, tu vas voir un médecin, c'est pour atténuer ta peine. Donc un médecin te donne un médicament, tu le prends. Oui, justement, on leur fait encore confiance. C'est ça le problème. Oui, on leur fait confiance. C'est pourquoi aujourd'hui... Quand tu vas à l'hôpital, tu ne vas pas pour crever, surtout quand tu t'en vas pour une petite opération. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, depuis la loi Touraine de 2016, par exemple, il s'est mis en place ce qu'on appelle à l'hôpital, il y a un groupe des usagers. C'est que tu regroupes tout ce qui est patient, tout ce qui est personnel de l'hôpital, tout ce qui est personne qui côtoie l'hôpital, pour que ces personnes aient des interlocuteurs. Dès lors qu'il y a un problème avec un médecin, avec un hôpital déjà, il peut servir comme des médiateurs entre toi et l'hôpital, entre toi et le médecin, pour pouvoir plus ou moins essayer de régler cette situation-là. Tu vois, donc aujourd'hui, le droit est du côté, disons, des patients. Le droit est du côté, disons, des malades. Mais il faut que ces malades-là, ils arrivent à dire, bah, aujourd'hui, on va sur Internet, par exemple, on peut savoir un peu tel médicament vers tel médicament. Tu as donné un exemple, tu as dit que ta fille, elle est née et que tu as vu que la posologie qui était, disons, prescrite par le médecin n'allait pas forcément avec ta situation en tant que femme, en tant que mère qui allaitait. Effectivement. Donc, quand le médecin a dit que non, il s'est trompé. Il s'est trompé. Donc, c'est des choses comme ça que chacun de nous... Bon, lui, au moins, il a reconnu. Oui. Bon. Mais lorsque le médecin est en face de situation, parce qu'aujourd'hui, les différentes questions qu'il a posées, par exemple, ces femmes-là, mais c'est monsieur qui pose les questions, ils vont chez le médecin. Pourquoi ce l'hôpital ne réagit pas? L'hôpital s'est dit que c'est pas ne cause pas les droits. Dès lors que tu as dit que non, je vais contacter un avocat, je vais contacter une association d'aide, voilà. Autrement, ces personnes-là déjà, elles commencent plus ou moins à pouvoir prendre, disons, à pouvoir prendre les précautions. Parce que derrière, le juge ne va pas pardonner. C'est ça. Généralement, lorsqu'on va devant le juge, sur 10 cas, il y a au moins 8 cas où l'hôpital est condamné. Donc, c'est que le droit est du côté, disons, des patients et des usagers. Oui. D'accord, très bien. Ça rassure alors. Oui, mais est-ce que les usagers vont jusqu'au bout aussi? Voilà la question. Bon, il faut dire que la procédure est tellement longue, à la fois pour les usagers comme au niveau judiciaire, qui font que beaucoup se découragent. Parce qu'une personne qui vient devant le conseil, la commission de conciliation d'indemnisation, parce que cette personne-là, elle a pratiquement traversé plus de 1 an, 2 années au niveau physique, au niveau psychologique. C'est pourquoi au niveau de la loi de TIAC, on a fait ce qu'on appelle les préjudices patrimoniaux qui sont les préjudices financiers, et ça, patrimoniaux qui sont les préjudices de désagréments, voilà, c'est ça. Donc, parce que la personne, moralement, physiquement, elle est diminuée. Elle est diminuée. Donc, cette personne a besoin d'être plus ou moins vite soulagée. Au-delà de la procédure, on va vers une procédure qui est une procédure assez rapide pour permettre aux personnes d'être indemnisées au plus vite. Très bien. Les 2 cas que je vais lire sont un peu dans le même ordre d'idée. Tu vois qu'on a fait déjà 1h08. Hein. Oui. Voilà, donc il nous reste encore très peu de temps. Il y a l'histoire de ce jeune homme qui m'a vraiment attristé. Il part à l'hôpital pour une petite opération bénigne, une fois de plus. Et donc, on oublie un tuyau dans son ventre. Il avait 17 ans. D'accord. Donc, on a refermé. Mais il souffre de douleurs, mais atroces. Atroces. Mais bien sûr, il y a un moment quand tu souffres et que, bien sûr, beaucoup de médecins ne font pas ce qu'il faut. Ils estiment que souvent, tu es un affabulateur. Donc, il ne pouvait plus travailler. Il souffrait de façon atroce. Il a fallu un autre médecin. D'accord. Pour faire encore des analyses approfondies. Oui. Et de reconnaître qu'effectivement, on avait oublié 7 ans auparavant un tuyau dans son ventre. Mais un tuyau de 12 cm. Mais sérieusement, un tuyau de 12 cm. Et bien sûr, procédure sur procédure, le médecin, bon, à l'époque, n'est plus là. Enfin, alors, il demande, on engage la responsabilité. Le médecin n'est plus là. Il n'est plus dans l'hôpital. Oui. On engage la responsabilité de qui? De l'hôpital, mais le médecin n'y travaille plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, heureusement que tu as dit que ça fait 7 ans. Oui, 7 ans. Donc, il faut dire que... Il lui reste très peu de temps. La prescription, elle court toujours. Oui. C'est-à-dire que normalement, c'est 10 ans comme prescription au niveau médical. Donc, là, pratiquement, nous sommes à 7 ans. Donc, il peut toujours engager la responsabilité, disons, de l'hôpital surtout. Mais l'hôpital qui a engagé le médecin. Ça, c'est au niveau de l'indemnisation. Oui. Maintenant, il faut se mettre la responsabilité. Il faut voir, mais c'est pourquoi il faut qu'il démontre... Toujours, faut-il demander le dossier médical. Parce que tout se fait à partir du dossier médical qu'on a. Et pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé, lorsque le médecin était en train de pratiquer cette opération chirurgicale. Moi, il y a un cas que j'ai traité au niveau du cabinet où j'étais, cabinet d'avocat où j'étais. Il y a un enfant qui a subi une opération au niveau du cœur et il y a pratiquement 12 cm, qui n'a pas été fermé.
Aïe. Les médecins disent qu'ils n'arrivent pas à n'ont pas pu fermer, disons, cette partie du cœur. Et lorsque l'enfant est dans notre hôpital, on dit qu'il y a des infections et l'enfant est décédé après. Donc, tu vois, donc c'est que il faudrait que non, au niveau des personnes... Mais est-ce que les médecins ne vont pas dire, comme ce qu'on a dit au départ, qu'ils ont tout fait pour sauver l'enfant, mais il y a des erreurs qui arrivent? Oui, si. Mais c'est pourquoi, lorsque on pense qu'on appelle l'expert, lorsque l'expert arrive, l'expert médical arrive, il vient pour voir est-ce que le médecin, est-ce qu'il a fait seulement la bonne pratique? Est-ce que le chirurgien, il a agi selon les règles qui ont été établies en tant que chirurgien? C'est pourquoi on fait tout ce qui est expertise. L'expertise, pas seulement au niveau de dossier, c'est aussi au niveau clinique. Et au niveau aussi de la manière de travailler. Est-ce qu'il a fait les bonnes pratiques? Est-ce qu'il a mis la pince à 20 mètres? Est-ce qu'il a mis, quoi appelle ça? Il a mis le coude? Est-ce qu'il a fallu coudre? Tous ces aspects qu'on voit pour voir si ou non le médecin est plus ou moins a plus ou moins travaillé comme il fallait. Et même si le médecin c'est quelqu'un, même s'il est, il ne dit pas qu'il est partisan, mais il ne dit pas qu'il soit partial, mais il a encore un recours au niveau du juge judiciaire qui peut dédier son appel. Il y a un collège d'experts qui sont pratiquement là tous les 2 ans que le juge choisit pour pouvoir plus ou moins demander une expertise judiciaire. Lorsque le juge n'est pas convaincu que cette expertise a été faite, disons, dans l'impartialité, il peut demander une autre expertise encore judiciaire. Donc on passe d'expertise en expertise. Et donc on peut prendre 10 ans. Effectivement, c'est ce qu'on appelle, en droit, on appelle ça le principe du contradictoire. Du contradictoire, oui. On voit un peu, est-ce que tous les éléments qu'ils ont mis, est-ce que c'est vraiment impartial ou pas? D'accord. Mais en fait, quand j'écoute tout ce que tu dis, et je vais te donner le dernier cas, hein, d'accord? Avant de te poser donc une question. Sauf si il y a quelqu'un qui aimerait donc intervenir peut-être en direct pour parler de son cas. Là, on a donné à peu près l'essentiel parce que ce volet, bon, on en parlera un peu. Il y a Vanessa qui dit « Mon frère devait être opéré d'une hernie. » également programmé. À notre surprise, mon frère a mal supporté l'anesthésie et est décédé des suites d'un coma. D'accord. Après des pressions sur l'hôpital, l'anesthésiste a reconnu n'avoir pas fait les examens préliminaires nécessaires, d'où les conséquences. L'anesthésiste a été sanctionné, mais nous attendons toujours la suite de l'hôpital qui est complètement hermétique à tous nos courriers. Bon, là si elle était en face de moi, j'allais poser peut-être 2-3 questions déjà pour savoir un peu. Est-ce que la sanction de l'anesthésiste, quelle sanction il a eu d'abord? Il a été renvoyé. Il a été renvoyé? Ok. Maintenant, est-ce qu'au niveau de sa nationalité, est-ce que c'était un truc écrit ou pas écrit? C'est déjà ça aussi? Non, ça je peux pas. Effectivement. Mais dans ce cas de la dame dont tu parles, Vanessa. Vanessa, oui. Oui, cette dame, automatiquement, parce qu'il travaille au sein de l'hôpital. Oui. Donc l'hôpital elle est sous la responsabilité de l'hôpital. Donc ça aide les poursuites maintenant contre l'hôpital. Donc elle doit engager les poursuites. Oui. Mais là, elle dit qu'ils ont écrit. À l'hôpital qui ne répond pas. Maintenant, ce qu'elle peut faire maintenant, c'est de contacter maintenant. Elle a pris tous les voies de recours déjà, parce qu'il est de l'hôpital, de l'administration. Mais parce que quand on contacte l'hôpital, c'est pour comment dire, mettre en jeu ce que tu disais au préalable. C'est pour mettre en jeu l'assurance du médecin, etc., n'est-ce pas? Exactement, et de l'hôpital également. Maintenant, si l'hôpital, par exemple, n'arrive pas à pouvoir répondre favorablement à sa demande maintenant, puisque qu'est-ce que la loi dit? Lorsque on veut tenter, disons, de poursuites contre l'administration, il faudrait que on puisse déjà envoyer des courriers déjà. Lorsqu'il n'y a pas de suite favorable, on peut maintenant mettre de l'administration maintenant devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif. Oui, quand c'est un hôpital public. Hein. Oui, maintenant, si c'est privé, on va devant le TGI. Effectivement, devant le TGI, oui. Donc, c'est que là, déjà, la dame, elle peut déjà demander déjà un avocat ou il y a toute association d'aide aux victimes. C'est ça. Le contact pour que ces personnes-là puissent l'épauler dans cette démarche pour que déjà elle ait gain de cause. Parce que, mine de rien, elle est ce qu'on appelle la victime par ricochet. C'est qu'il y a un lien affectif entre elle et la victime. C'est ça. Très bien. Il y a Liliane qui pose la question. Et quand ce sont des infirmiers indépendants qui sont responsables d'une erreur médicale, que faire? Oui, d'accord, c'est une très belle question. C'est une bonne question, ça. Quand ce sont des privés. Des infirmiers indépendants, parce que le statut est différent. Oui. Lorsque on est libéral, nous allons directement devant le TGI. Donc la responsabilité, c'est en cours, c'est tout devant le TGI que se sont engagés. Maintenant, si donc on porte plainte, on va porter plainte au commissariat, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on va porter plainte directement au commissariat. Mais il faut toujours voir un peu s'il y a un lien de causalité entre l'acte médical et le dommage. C'est déjà la première des choses d'abord.
Lorsque le lien est établi maintenant, il faut avoir maintenant le dossier médical. Lorsque le dossier médical, on dit, bon, tel acte médical, mais tel acte de prévention, tel acte de diagnostic a été posé, et c'est à la suite de cela qu'il y a eu telle conséquence maintenant. Est-ce qu'on peut voler des choses dans le dossier médical? S'ils savent que l'engagement peut être engagé, est-ce que ce sont eux qui vont vous fournir le dossier? Est-ce qu'ils ne peuvent pas retirer des pièces à conviction? Effectivement, ça c'est la question que beaucoup se disent. Ils disent, bon, mais vous savez, en matière médicale, il est dur pour le médecin de retirer, disons, des pièces à conviction. Pourquoi? Tu penses? C'est pas une responsabilité pour lui. C'est fait déjà pénalement parce qu'il y a un dommage corporel qui est là. Oui. La personne a déjà le dommage, c'est un traumatisme déjà physique. Ça peut être un dommage esthétique, la personne a subi des trucs esthétiques, on le voit. Mais normalement, dès lors qu'il y a déjà ce fait qui est établi, déjà le dossier médical ne fait qu'appuyer déjà ce que les personnes peuvent voir de façon physique. Donc, du moment où la personne essaie plus ou moins de soutirer des éléments de preuve déjà d'un dossier, ça c'est une atteinte grave, disons comme ça, à la manifestation de la vérité. Donc la personne forcément va encourir forcément une peine d'emprisonnement. Oui, mais là, tu parles de façon idéologique, docteur, parce que il va encourir, si moi il me ramène mon dossier qu'il y a une pièce qui manque, moi je continue comment la procédure, parce qu'elle le dit. Elle dit, suite à une opération, j'ai eu plusieurs infirmières qui sont venues chez moi pour nettoyer ma plaie et changer mes pansements. Elles n'ont pas respecté les règles d'hygiène et nettoyer ma plaie. Et résultat, j'ai eu une infection énorme et dû revoir le chirurgien qui a été interloqué et dû reprendre tout le processus. Mais maintenant, j'ai une cicatrice énorme qui n'était pas prévue au départ. Mais ça, ce sont des indépendantes au départ. Effectivement, on appelle ça un préjudice évolutif. C'est qu'elle n'a pas de responsabilité de l'infirmière. Elle va devant le tribunal pour dire, ben, voici ce qui est subi comme situation dommage suite à une intervention chirurgicale. Les infirmières étaient censés nettoyer ma plaie, mais après c'est suivi de l'infection. Donc moi je demande réparation par rapport à ce que j'ai pu subir. D'accord. Donc elle va répondre. Liliane, tu peux dire combien de temps ça s'est passé? Depuis combien de temps? Mais je pense que tu es encore dans les délais. Donc je pense que tu es encore dans les délais. Donc voilà un peu ce que le docteur dit, que tu peux aller devant, voilà. Tu peux directement déjà saisir déjà le commissariat. Le commissariat déjà pour pouvoir porter, disons, plainte déjà cette situation-là. Mais il faut qu'elle ait les éléments aussi médicaux. Il faut qu'elle ait les éléments. Donc il faut savoir si tu as tout ton dossier sur toi et que voilà, la suite pourrait être faite. Bon. Les cas sont assez, de façon différente, hein, mais quand on voit la plupart des cas, souvent on a l'impression que c'est une forme de négligence, etc. Aujourd'hui, avec la médecine qui évolue, nous savons très bien que les médecins vont faire, voilà, ça fait 1 an, donc tu es largement dans le temps. Voilà, le délai de prescription, comme on l'a dit, c'est 10 ans, donc tu as vraiment tout le temps. Donc tu peux encore refaire la procédure et demander ton dossier, puis après porter plainte, comme il a dit, au tribunal de grande instance. Du lieu du défendeur ou du demandeur? Non, du lieu du demandeur. Du demandeur. C'est-à-dire, où tu habites en fait. Voilà. Une femme qui est enceinte aujourd'hui, d'accord, qui va voir aujourd'hui une femme qui est enceinte. Je parle vraiment de nos pays développés parce que je sais qu'en Afrique c'est différent, parce que la preuve c'est qu'au Nigeria, il y a eu un enfant qui est né que les gens ont appelé un alien et tout ça. Bon, c'est vrai que l'enfant faisait vraiment... était morbide, c'est un peu triste, mais s'il y avait eu des moyens élevés, je pense qu'ils auraient vu déjà par échographie que c'était pas la peine de mettre au monde cet enfant. Après, si la mère décidait de le faire, libre choix à elle, comme tu l'avais dit. Mais aujourd'hui, si moi je vais à l'hôpital et que je vois... là, je vois, les médecins ne font pas ce qu'il faut et que j'accouche d'un enfant, je ne sais pas, qui a 19 doigts et machin, je donne vraiment un exemple. J'engage la responsabilité parce que si j'avais su, s'ils avaient fait leur travail, si j'avais su que mon enfant serait vraiment malforme, j'aurais eu le choix de faire une IVG ou pas. C'est ça. N'est-ce pas? Effectivement. C'est pourquoi on revient à l'IVG et on revient un peu à l'arrêt plus dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Parce que c'est quoi de nos jours aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les examens au niveau génétique. On essaie de voir s'il n'y a pas des maladies génétiques que nos descendants peuvent avoir ces mêmes maladies pour éviter que ces personnes aient des maladies. Donc pour éviter tout ça, on fait des recherches pour mettre ces personnes à éviter certains types de maladies
que les parents ont pu avoir pour pas que les enfants puissent avoir, disons, ce genre de maladie. C'est ça. Donc, on fait des recherches assez poussées dans ce maintenant. Donc, mais ça, c'est une conséquence. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on fabrique pratiquement des hommes. On fait des hommes, disons, comme des hommes, des super hommes. On prend ce qu'on appelle le génome, on prend des cellules ici, d'autres cellules là, et on fait une composition de cellules pour faire des hommes. Pour assez, des clones. Effectivement. Bon, le clone, c'est comme tu as dit, ça n'existe pas forcément ici en France, et ça n'existe pas forcément dans beaucoup de pays en Europe. Mais tu as dit que non, les gens font beaucoup de ce genre de clonage. Voilà. Ce n'est pas au niveau du droit légal. C'est ça. Pourquoi? Mais c'est des choses qui se font, mais se font peut-être dans d'autres pays autre que la France. Parce que en France, quand même, quoi qu'on dise, la France, il y a deux grands principes. Il y a le principe de la liberté et le principe de la dignité de la personne. Voilà. Et ces principes sont vraiment des principes vraiment assez, comme ça, assez fondamentaux au niveau de la Constitution de la France. D'accord. Il nous reste quoi, 9 minutes, donc une dizaine de minutes. Aujourd'hui, les médecins disent que quand les patients arrivent, en fait, les patients sont devenus des médecins. Puisqu'aujourd'hui, on a l'Internet. Donc, le patient arrive, il dit, moi, je veux, bon, j'ai mal au ventre, donc je veux ça, 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 je veux ça. Bon, ils font leur propre liste, hein, d'accord, très bien. Bon, le médecin, un peu, essaie de recadrer et dit, bon, ben, c'est quand même moi qui ai étudié médecine, hein, d'accord. Bon, on est dans le droit, c'est un peu la même chose des clients qu'on reçoit, qui nous disent un peu ce qu'on doit faire. Voilà. Non, mais vous savez que vous devez faire ça, donc, qui est obligé souvent de recadrer la personne et de dire à la personne, c'est quand même moi qui ai appris le droit, donc tu me laisses faire mon travail. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il y a un autre phénomène. On va entamer légèrement, parce que comme c'est la dernière juridique sur Ojad, peut-être qu'on reprendra ce volet-là. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui va se passer. Il y a Internet, il y a la digitalisation ou numérisation comme on parle. Et donc, on peut avoir accès aux médicaments, enfin, à beaucoup de médicaments très très facilement. Il y a eu ce cas sordide aux États-Unis où des jeunes filles avaient pris des pilules amaigrissantes. Elles ont pris des pilules amaigrissantes et il s'est trouvé que pour une fois, elles avaient vraiment maigri. Donc, ça marchait. Donc, elles étaient très heureuses. Donc, elles ont filé ça à tout le monde. Et après, il y a eu une épidémie. Elles ont toutes commencé à vomir du sang et tout ça. Finalement, elles sont arrivées à l'hôpital. Il y a eu... bon, beaucoup sont décédés, malheureusement. Le temps que les médecins se rendent compte que il y avait quelque chose en commun. Donc, la fameuse gélule qu'ils ont analysée. Et le laboratoire pharmaceutique donc, avait utilisé ce qu'on appelle de la L-tyroxine pour les personnes qui sont hyperthyroïdies. Donc, c'est-à-dire que l'hyperthyroïdie va te créer des accélérations cardiaques, donc tu transpires, donc tu maigris. Donc, quand tu veux, par exemple, si ton corps peut prendre 2000 calories, toi, tu en sécrètes en fait 7000. Donc, tu ne peux pas grossir. Donc, ça te donne des arrêts cardiaques. Et bien sûr, ils avaient mis à l'intérieur des substances de ce qu'on appelle le ver solitaire, c'est-à-dire le ténia. Donc, en fait, les personnes maigrissaient, non pas parce qu'à cause des pilules, mais parce que ça créait un ver dans le ventre. Voilà. Donc, à partir du moment où tu peux aller sur Internet, à partir du moment où tu peux aller sur Internet et que tu peux prendre des médicaments nécessaires, d'accord? Ou tu n'as pas besoin même d'aller voir un médecin. Demain, si quelque chose t'arrive, cet effet d'automédication, quelles sont les conséquences? Est-ce que le droit a commencé déjà à en débattre? Et les conséquences sur la médecine et pour les patients? Et est-ce qu'on peut engager la responsabilité de quelqu'un, du laboratoire pharmaceutique qui a créé le médicament, ou le patient, ben, effectivement, il est libre, donc il est mort, donc tant pis pour lui. Ben, ça sera quasiment la dernière question. Merci. Ben, il faut dire qu'au niveau du droit français, il y a quelque temps déjà, il y avait disons, ce projet de pouvoir plus ou moins vendre des médicaments qui ne sont pas sous prescription médicale dans certains endroits tels que les grands surfaces, tout ça, pour permettre cette accessibilité à toutes les personnes. Par du paracétamol, des médicaments qui sont sans prescription médicale. Mais de nos jours, lorsqu'on fait un peu un constat des enquêtes, nous disent qu'il y a tellement de médicaments qu'on vend sur Internet, à tel point que plus de 70% sont de faux médicaments sur Internet qu'on vend. Mais au niveau du droit, la stabilité on appelle ça justement le producteur du médicament, sa stabilité est engagée lorsque lui-même, parce qu'il faut voir matin les médicaments, il y a ce qu'on appelle les médicaments falsifiés,
il y a ce qu'on appelle le médicament frauduleux. Il y a ce qu'on appelle le médicament aussi dont les données ne sont pas désormais vraies. Mais c'est un médicament, c'est un nom d'emprunt que certaines personnes, ne sont pas forcément des fabricants même, puissent prendre pour vendre ça sur Internet. Parce que Internet, c'est encore plus moins cher. Donc le fabricant lui-même, ça ne n'est pas forcément engagé du moins où ce n'est pas lui-même qui met sur Internet pour vendre. Parce que il prend les non, mais si j'ai acheté le médicament sur Amazon. Oui. Mais, je donne vraiment un exemple. Mais il y a des sites qui se disent des laboratoires pharmaceutiques. Moi, ici en France, est-ce que les médicaments se vendent sur Internet qui sont des laboratoires français? Je ne le pense pas. Non, ce ne sont pas des laboratoires français. C'est qu'on n'a pas encore été mise en... Parce que non, la France, à ce qui est, mais la France, en tout cas, elle met l'accent sur la sécurité, en tout cas, des citoyens, surtout en matière de médicaments. Parce que, surtout dans les pays sous-développés, beaucoup de pays sous-développés, il y a ce qu'on appelle la poubelle un peu des grandes industries pharmaceutiques. Ouais, ils vont voir des médicaments falsifiés. Et les vaccins? Effectivement. Mais aujourd'hui, les vaccins, j'ai parlé il n'y a pas longtemps à une dame qui est médecin et épidémiologue ici, au niveau de l'ARS, qui a besoin de la santé. On en parlait. Papa a composé des vaccins qui sont un peu composés par rapport à ce qu'on appelle de l'aluminium. Avant, c'est du phosphate, mais c'est même de l'aluminium maintenant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent de se faire vacciner. Pourquoi? Pour celui qui a des conséquences graves après la vaccination. Mais bien sûr, parce que ça a donné des conséquences. Exactement. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la composition du médicament maintenant, il y a ce qu'on appelle l'agent du médicament en France ici, qui essaie plus ou moins d'être assez attentif, assez attentif sur ce genre de sujet-là. Je vais donner un exemple simple avant qu'on le termine. Oui. Pour qu'un médicament soit sur le marché, ça se fait selon le protocole. C'est ce qu'on appelle l'AMM, qui est l'autorisation de mise sur le marché. Mais il y a des fabricants, pas français forcément, mais au niveau international, qui contournent, disons, ces données-là. Au lieu que ce médicament ne soit autorisé de façon par la voie normale, ils prennent par d'autres voies qui sont plus ou moins légales. Mais ça, à du médicament, par exemple, lorsque tu es un fabricant peut-être qui est peut-être en Inde et qui signe un contrat avec peut-être un fabricant de médicaments ici en France, par exemple, du moment où le fabricant de médicaments il est européen, il a possibilité de vendre un médicament indien ici en France parce que lui, en tant que fabricant européen, il a cette facture de pouvoir vendre sur le marché européen. D'accord. Donc le médicament n'est pas forcément un médicament qui repose sur une norme européenne. D'accord. Mais du moment où il est en contact d'affaires, avec un pharmacien et un producteur européen, il peut vendre ce médicament. Donc c'est tous ces aspects-là que non, au lieu le droit français, plus ou moins de pouvoir essayer de quadriller, de canaliser ces choses-là pour pas qu'il y ait déviation. C'est pourquoi aujourd'hui on passe à l'infection iatrogène. C'est à la fois des médicaments où il y a un surdosage, ou soit des médicaments qui n'ont pas été prescrits selon la prescription qu'on doit prescrire, ou bien soit des médicaments qui sont des faux médicaments, des médicaments qui n'ont pas les conditions légales qui devaient remplir. Donc au niveau du droit français, on essaie plus ou moins canaliser, de pouvoir gérer ce secteur-là pour éviter que les médicaments soient mis, disons, à disposition de n'importe qui et que ce soit vraiment, il y a des conséquences. Oui, mais c'est clair, quoi. Je suis d'accord parce que tu vas dans certains pays, bon, aux États-Unis, c'est classique. Tu vas dans une grande surface, tu trouves les médicaments, tu peux t'en servir. Le Tylenol et tout ça, ils sont vaincus. Aux États-Unis, ça te plaît la parole, tu vas terminer, s'il te plaît. Aux États-Unis, par exemple, il y a un peu aux États-Unis. Tu vois, au niveau de la recherche, par exemple, lorsqu'on a eu la première ou la deuxième guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle les nazis. Ils étaient là, mais les grands chercheurs français, ils se sont tous expatriés aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis avaient besoin de cerveaux pour pouvoir construire la médecine aux États-Unis. D'accord. À un moment donné aux États-Unis, quand on arrive aux États-Unis, ces médecins sont arrivés à un stade où la recherche médicale a pris un aspect assez libéral. Ce qui fait en sorte qu'il y a une concurrence au niveau des différents chercheurs. Donc, tout le monde peut mettre des médicaments sur le marché, tout en sachant que non, la composition ne sont pas forcément, les normes ne sont pas légales. Tu vois? Mais le mot se marché parce que non, il y a un problème de rentabilité, un problème de retour sur investissement. Et quand tout est question de rentabilité au détriment de la santé. Exactement. Et est-ce que ça n'est pas en train d'arriver en Europe? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Mais ici en France, il y a ce qu'on appelle l'américanisation du système sanitaire en France. Aujourd'hui, en France, même au niveau des diplômes français, il y a ce qu'on appelle les diplômes, les PhD. C'est ça, les PhD. Ça, c'est un diplôme américain. C'est ça. Aujourd'hui, au niveau en France, il y a ce qu'on appelle. Parce que la France, la recherche en France, c'est une recherche qui est assez théorique, autant assez fondamentaliste. C'est ça. Les États-Unis, ils mettent l'accent plus sur la pratique, la France, ils mettent plus l'accent sur la théorie. La théorie. C'est une façon qu'en France, la recherche elle est assez cadrée. En plus, il y a un côté financier, comme je disais tout à l'heure. Autant les chercheurs américains sont mieux payés que les chercheurs français. Donc, au niveau de la recherche, beaucoup mettent beaucoup d'investissements, mais en retour, ils sont prêts, disons, à avoir sur tous ces investissements. Donc, ils sont prêts à pouvoir plus ou moins donner tout ce qui est données scientifiques, même si ce n'est pas des données qui sont assez claires, assez sérieuses, assez vrai, mais tu as dit que non, puisqu'il faut rentabiliser ce qu'on a dépensé, on amène à vendre des médicaments. Ah, mais c'est ça, voilà, on vend les médicaments. Et quand ça ne marche pas, comme ce qu'on avait eu pour la grippe HIV, on envoie ça en Afrique. Exactement. Bon, ça c'était un aparté. Il fallait juste que je le sorte en fait pour me faire plaisir. Voilà, justement.
Donc, on avait dit qu'on ferait 1h30. On a fait 1h30. Ce que je pense que, Elvis, tu vas dire en fait, parce que toi, tu as vraiment traité ces dossiers-là. Oui. Moi, vraiment, je vais commencer, on en a déjà discuté. Moi, je vais vraiment commencer à m'y intéresser parce que le gars, Naomi, m'a beaucoup touché. Donc, je vais vraiment commencer à m'y intéresser. Peut-être qu'on pourra travailler dessus, hein, si Dieu le veut. En soi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que les gens connaissent leurs droits. Effectivement. Beaucoup, apparemment, au vu des questions, beaucoup sont victimes, enfin, ont été victimes de ces erreurs-là, de fautes médicales, mais ne savent même pas s'il faut aller porter plainte ou pas, donc on laisse. Voilà. Ils savent pas chez qui aussi. Et il ne faut pas aller, voilà. Donc, il y a quand même des personnes... il y a quand même des personnes qui sont prêtes à vous aider. Il y a des associations, il y a des juristes, il y a des avocats et tout ça qui peuvent prendre ces dossiers-là, voilà, et qui peuvent vous aider. Donc, toute personne victime peut passer par le biais de l'OGIAT qui va contacter le docteur Elvis ou d'autres juristes ou d'autres avocats qui vont travailler. Il ne faut pas hésiter. Bien sûr qu'il y a une procédure. D'accord? Et que bien sûr, des personnes spécialistes vont vous dire non, c'est pas la peine parce que tu n'auras même pas gain de cause, ça n'ira pas, etc. Mais au moins, il faut au moins tenter de le faire. C'est très important. Quand on ne connaît pas ses droits, c'est très très difficile. Et moins on accuse des personnes, plus les personnes vont continuer à en tuer d'autres. Et ça sera des cas assez graves comme ça où tu te retrouves, il faut plusieurs morts pour qu'on puisse faire un procès et c'est triste. Ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Maintenant, je pense que sur cet aspect, on a fait un peu un aspect assez global. Mais je pense que toi qui es le spécialiste, on peut creuser et voir d'autres aspects. Oui. N'est-ce pas? Comme quoi, par exemple? Bon, je pense qu'on peut voir aussi l'accès, même l'accès de soins. Il y a quoi on en parlait. Il y a l'accès de soins. Et il y a aussi au niveau de la santé médicale, il faut penser aussi à toutes ces personnes qui sont victimes, c'est vrai, de tout ce qui est erreur médicale, faute médicale, mais qui n'arrivent pas plus ou moins à avoir gain de cause. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas réellement leurs droits. Donc il est important, comme tu as dit, de trouver vraiment des associations comme l'OJAT par exemple, qui est là, qui est, disons, comme ça, un docteur assez sérieux, qui peut plus ou moins essayer de relayer l'information et puis donner toutes les informations qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a fait ce débat de département 1h30, on a vu comme s'il y avait des cas, et c'est des cas que on a connaissance, mais il y a des cas qu'on n'a pas connaissance. Il y a des cas dont on n'a pas connaissance, effectivement. Qui sont victimes même des victimes qui ont un taux vraiment de gravité assez important, mais qui ne connaissent pas qui ne savent pas quoi faire. Par exemple, pour être pris en charge par l'ONIA, par exemple, il faut avoir, disons, un taux de capacité d'autour de plus de 24%. C'est ça. Au niveau permanent. C'est ça. Et au niveau aussi de ce qu'on appelle... Ah oui, effectivement, on avait oublié de dire ça, c'est-à-dire, pour que ton préjudice soit considéré comme grave, il faut un taux de capacité permanente de 24%, une incapacité temporaire de travail d'au moins 6 mois consécutifs. Sur 12 mois. Sur 12 mois. Effectivement. Et une incapacité temporaire de travail au total de 6 sur une période de 12 mois. 12 mois et là, on prend ton dossier en charge. Exactement. C'est que ces conditions qui rentrent carrément dans ce qu'on appelle la solidarité nationale. C'est ça. Donc, ce n'est plus l'assureur privé, c'est plutôt l'assureur de l'État. De l'État qui va te prendre en charge. C'est l'Office d'indemnisation nationale des victimes d'accidents médicaux. Donc, normalement... On a vu quand même des personnes qui ont eu... on a vu quand même des personnes qui sont partis se faire indemniser après un décès, parce qu'il y a le cas d'une femme. Bon, là, on va passer parce que plus je parle, plus ça me revient en tête. Sa fille avait été victime vous savez, les enfants sont très très vilains dans les cours d'école et avait agressé la petite. Il y avait ce jeu de foulard, donc l'avait étranglée. Donc la petite était rentrée, elle avait commencé à convulser. Et le temps que les SAMU réagissent, la même chose que ce qui s'est passé pour Naomi, malheureusement, le temps qu'on amène la petite à l'hôpital, qu'on estime qu'elle était en train de faire, elle jouait, d'après certains médecins, malheureusement, elle est décédée. D'accord? Après 8 ans de procédure, les parents, indemnisation, ok, au total, je te le certifie, j'ai halluciné, 7 840 €. J'en étais choquée. Alors, comment on arrive pour un tel préjudice c'est banal. Et effectivement, ce que tu dis, mais déjà, même ce plan t'explique déjà, il faut la responsabilité au niveau même de l'école. Le fait que l'enfant soit dans l'école, déjà, au niveau civil, déjà, il faut dire que l'école est déjà responsable de ses enfants. Il y a ce qu'on appelle, il faut que l'école déjà sache une chose. L'école, en tant que
en tant que garant de la sécurité des enfants déjà, à ce tu es déjà engagé. Ça, c'est au niveau civil. Maintenant, alors même au niveau médical, toujours qui est toujours au niveau civil, bien sûr, les 7 000 et quelques euros, il faut dire, comment est-ce que l'expertise a été faite? Bon, là, je n'ai pas trop le truc devant moi, moi j'allais vraiment, mais s'il y a une prochaine, je vais vraiment donner le détail. Mais est-ce que c'était fait en fonction d'un préjudice, un forfait? Parce que pour en faire l'indemnisation est faite pour remettre la victime dans la position qu'elle avait avant le dommage. Non, mais c'est pas possible, la personne est morte. Oui, effectivement, mais généralement, l'indemnisation, c'est lorsqu'on remet la personne la position qu'elle avait avant le dommage. Maintenant, les parents qui sont les victimes par ricochet, par cette situation-là, eux, normalement, ils peuvent refuser l'offre. Ils peuvent refuser l'offre et aller devant toutes les juridictions, faire appel, être devant toutes les juridictions jusqu'à la Cour de cassation si c'est une affaire civile, jusqu'à devant le Conseil d'État si c'est une affaire administrative. Ouais. Mais normalement, il y a eu des situations où même le juge de fond, le juge, il peut donner une décision. Cette décision, il peut avoir un redressement jurisprudentiel au bout de la Cour de cassation. Donc ça peut arriver. Donc il ne faut pas que les parents, dès qu'on te pose un montant qui sait que ce montant n'est pas un montant adéquat ou bien un montant qu'ils approuvent, ils peuvent toujours refuser ce montant-là et maintenant essayer de faire appel jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. C'est long et c'est épuisant. Oui, c'est ça, c'est épuisant, c'est long et c'est ça le problème. Vraiment, sur 100 dossiers, combien est-ce qu'ils vont jusqu'au bout? Bon, il faut dire que là, plantement, on n'a pas une estimation claire du pourcentage de personnes qui vont jusqu'au bout. Mais tu dis que non, que tout ce qu'on reçoit peut-être au cabinet, par exemple, ces personnes-là sont qui arrivent, comme tout à l'heure, qui arrivent à se démoraliser physiquement comme moralement. Ces personnes sont vraiment dénues de tout parce qu'elles ne travaillent plus. Elles sont pratiquement assez précaires. Donc, généralement, elles veulent que l'indemnisation aille au plus vite pour qu'elles puissent s'en sortir. Mais il faut dire que c'est assez pénible pour ces personnes. Et on essaie plus ou moins de faire en sorte que ça puisse aller un peu rapidement. Comme l'administration est lente et elle peut la poursuite qu'elle peut faire. Donc vraiment, on essaie de voir un peu pour que les choses puissent avancer. D'accord. Donc il faut être très patient. Oui. Ça peut aller vite comme me tarder. Mais ce qui est sûr, quand vous avez subi un préjudice, il faut comprendre que vous avez les droits en tant que victime de votre côté. Effectivement. Et il faut agir en justice. Vous avez qualité à agir en justice. Vous avez Esther en justice. Exactement. Donc il faut le faire. Exactement. Il faut se servir de vos droits, c'est très important. Exactement. Le droit peut être aussi de votre côté. Exactement. Voilà aujourd'hui ce que nous pouvions dire sur ce premier volet de la responsabilité médicale. Il est certain que sous l'aval et le consentement de OJAD, pour la rentrée, nous allons essayer de faire un autre avec le docteur Adou, de savoir sur ton sujet de l'accès aux soins. L'accès aux soins pour les personnes en situation de se traiter, c'est très important. Docteur Adou, on dit que beaucoup écrivent, merci au docteur Adou, à l'Amazon Babli. Docteur Adou, il faut que tu rentres au bled. Il faut réorganiser le milieu médical. Ça fait au moins 3 personnes qui disent ça. D'accord? Le pays a besoin de toi, etc., etc. Donc, il faut que tu rentres au bled. Je crois que, voilà, c'est vrai que ce que nous avons dit aujourd'hui concerne beaucoup plus la France. Peut-être la prochaine fois, on essaiera de voir, en fait, en fonction d'autres pays, comment ça se passe en Afrique. En Afrique, en Côte d'Ivoire, voilà. Et en Afrique... comment ça se passe en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, voir un peu, on va essayer de faire un peu le droit comparé dans ce domaine-là. Une comparaison dans différents pays, on va essayer de faire ça et puis on va parler de ce sujet. En tout cas, moi personnellement, je vous remercie. Je vous souhaite d'excellentes vacances et j'espère qu'on se retrouvera bientôt et que vous avez apprécié ce sujet-là et qu'on peut toujours en débattre dans un temps futur. Très proche. Merci beaucoup Elvis. Merci beaucoup. Moi j'ai été vraiment éclairé. Je suis contente et ramenez-nous tous les dossiers. On va s'en occuper. Tous les dossiers. Voilà. Je vous remercie beaucoup et que Dieu veille sur vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Voilà. À bientôt. Au revoir.